Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais interviewer monsieur Gauthier Hochet qui est coach sportif et mieux-être. Alors avant ça je vais d'abord faire ma présentation. Je m'appelle Julien, je suis entre autres coach en développement personnel et spirituel. J'allais dire coach en développement personnel donc spirituel. On aura peut-être l'occasion d'y revenir ensemble. Alors pourquoi je dis entre autres? Parce que je suis aussi artiste, écrivain, graphiste et voilà, je suis aussi blogueur. Enfin voilà, je fais pas mal de petits trucs. En ce moment je touche aussi un petit peu à l'entrepreneuriat, les investissements et tout ça. Et je suis passionné, donc comme je l'ai dit, de développement personnel. Et qui dit développement personnel dit bien-être et mieux-être aussi. Et je suis tombé par hasard sur ta publicité. Et voilà, ça m'a inspiré. J'ai vu coach sportif et mieux-être. Donc j'ai dit, ça c'est pour moi. Il faut absolument que je fasse un entretien. Donc voilà. Bon, assez parlé de moi. Je vais d'abord annoncer un petit peu le plan de l'entretien. On va commencer déjà par faire ta présentation, voir un petit peu quel est ton parcours, quelles sont tes motivations, avoir un petit peu une définition personnalisée du coaching sportif par rapport à ce que toi t'en penses, comment tu définis ça et les différentes méthodes que tu enseignes. Quels sont les objectifs principaux de cette discipline sur le plan théorique et pratique? Comment devient-on coach sportif? Quels sont les diplômes à avoir, les compétences, aptitudes, etc. Quels sont les tarifs, honoraires, différents programmes que tu proposes et voilà, des conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans cette activité. Et ensuite, voilà, on verra différents conseils personnels pour tes clients potentiels. Et ensuite, voilà, on donnera un petit peu tes coordonnées, mes coordonnées, contacts voilà, pour ceux qui voudraient nous joindre ou nous contacter. Alors, salut à toi. Beau programme, hein, ça annonce un bel échange, donc c'est cool. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait, dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach sportif? Et quelles sont tes motivations? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu t'es lancé dans cette activité? À la base, j'ai une formation un master en STAPS, en fac de sport pour être professeur d'EPS. Donc j'étais pas orienté sur le coaching, plus dans le côté enseignement, transmission auprès d'élèves, etc. Donc j'ai fait mon cursus, mes 5 années d'études. Après, j'ai fait des stages, des remplacements. Déjà, je sentais que c'était pas vraiment ce à quoi j'aspirais, ce qui m'animait, ce que je voulais faire un petit peu de ma vie. Et après, donc, j'ai passé le concours, car pour être prof de PS, il faut un concours, donc le CAPEPS, que je n'ai pas eu. Et au moment où je ne l'ai pas eu, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que je retente? Donc j'ai retenté et j'ai pas retrouvé la motivation de leur passer. J'y suis retourné sans grande motivation et au final, je suis parti sur autre chose. J'ai fait un peu d'autres activités entre-temps. Je touchais pas mal de choses. Et je suis quand même revenu au sport parce que c'est quand même ce que j'aime, ce que j'ai toujours fait. Et voilà, l'idée du coaching sportif, c'est vraiment transmettre un peu mes compétences, mes découvertes personnelles. Voilà, parce que j'aime le sport et j'aime aussi les rencontres. Donc, par exemple, dans notre échange aujourd'hui, les rencontres, les échanges, la construction, enfin tout ça, je trouve ça hyper vivant. Et partager ça autour du sport qui me parle et qui est quelque chose que j'apprécie vraiment. Voilà, le coaching sportif, donc c'est tout nouveau pour moi. Là, j'ai commencé au 1er janvier 2020. Donc petite période un peu délicate avec le confinement, mais que j'ai quand même pu transformer et exploiter parce que j'ai développé un autre format de coaching pendant cette période. Mais voilà, donc plein de nouveautés, plein de choses qui se mettent en place, des rencontres. Et voilà, c'est vivant, animé, franchement c'est cool. Ouais, c'est cool. Alors justement, on va en parler par rapport à ce que tu m'as montré la dernière fois, par rapport à tes lives. Parce que tu m'avais dit que tu faisais des lives et tout ça, et j'ai dit, ah ouais, c'est cool, c'est sympa en fait, ça permet d'atteindre encore plus de personnes et de pouvoir coacher encore plus de personnes, même à distance. Exactement. Donc c'est ça qui est bien, pas tout le monde ne peut forcément se déplacer, et ça permet de faire des trucs un peu en groupe, donc c'est sympa. Mais on va peut-être y revenir. Alors, tu m'avais dit que tu avais fait aussi d'autres trucs. Tu nous caches des trucs là, parce que
Tu m'avais dit que tu avais fait d'autres trucs aussi en attendant avant de devenir coach. Ouais, en cherchant ma voie, oui, j'ai fait un petit peu de trucs. J'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé à l'usine, j'ai été porteur funéraire. Je me suis aussi lancé dans une courte carrière de mannequin sur Paris. J'ai été hôte d'accueil à Paris, donc j'ai fait des salons, j'ai fait le mondial de l'automobile, le salon du bateau, le salon du livre, enfin un peu plein de choses. Et toujours très riche, des rencontres, tout ça. Et donc d'autres expériences, après si tu veux que je précise sur l'une d'elles, n'hésite pas, je t'en parlerai avec plaisir. Et voilà, donc ouais, une petite transition de 2-3 ans où j'ai expérimenté, je me suis cherché un peu. Et au final, je suis allé m'installer dans le sud, à Montpellier, pour profiter de la région et développer cette activité. Voilà. Super. Donc voilà, il a fait beaucoup de choses aussi avant, un petit peu comme moi aussi j'ai enchaîné les jobs et tout ça, moi j'en parle dans d'autres vidéos, j'ai fait des dizaines de jobs, et voilà, finalement on finit par trouver sa voie, et je pense que on va y arriver justement par rapport à tes motivations. C'est que, à mon avis, c'est aussi le fait de vouloir aider les autres qui pousse un petit peu à faire ce genre de choses, le coaching, et c'est le fait de vouloir... Contribuer, je pense, dans un sens, contribuer, apporter quelque chose aux gens, et le sentiment de contribuer, d'utilité, de participer à quelque chose, carrément. Et partager ses connaissances, son savoir-faire, et tout ça. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui t'a conduit, alors justement on arrive à cette question, qu'est-ce qui t'a conduit à choisir en fait cette activité? Pourquoi le coaching sportif? Le coaching sportif, parce que comme je m'étais orienté dans une voie, l'enseignement, l'éducation, et au final, l'institution scolaire, les élèves, le cadre, ça ne me correspondait pas trop, pas tellement, c'était pas ce que je recherchais. Et là aujourd'hui, le fait de pouvoir avoir affaire à des personnes sur des tranches d'âge assez importantes, qui viennent de différents horizons, et vraiment c'est plein de choses différentes, et c'est un échange qui peut être constructif, progressif, et on peut mettre plein de choses en place. Et ouais, toujours autour du sport, de différentes activités sportives que je peux faire ou pratiquer, et que j'aime échanger autour de ça et tout. Donc voilà, c'est plus, je pense, le public au final qui me correspondait pas. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je suis sur un public qui me correspond, avec qui j'aime échanger, construire, avancer. Et voilà, plus sur un objectif, je pense, de progression, de bien-être aussi, par le corps, par le sport. Et ouais, ça, je trouve ça top. Ouais. Voilà. Et donc tu m'avais dit que si maintenant on te dit, bon ok, vas-y, on t'offre un poste pour devenir prof de PS, quelle serait ta réponse maintenant? Ouais, je dirais non merci, parce que je kiffe là où j'en suis, je kiffe ce qui se met en place, ce qui s'offre à moi, et un peu tout ça, et juste continuer d'avancer, voir où ça mène. Et donc franchement, c'est une belle aventure qui continue de se faire, et je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver, donc voilà, c'est cool. Ok. Est-ce que pour toi ça a été un déclic de devenir coach sportif, un truc qui t'a dit, ah mais c'est ça que je veux faire, quoi, c'est un déclic? Ou est-ce que voilà, tu as toujours, tu m'as dit, tu nous as dit que tu voulais être, au départ tu essayé de prof de PS et tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose, c'est une voie que tu as toujours rêvé de suivre en fait, la discipline du sport, est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, tu as toujours rêvé de le faire, ou alors c'est un déclic, un moment de ta vie où tu t'es dit, voilà, c'est ça que je veux faire, ou est-ce que c'est un cheminement progressif en fait qui t'a amené à ça? Non, je pense que c'est clairement un cheminement qui m'a amené là, et c'est très récent où j'ai ce projet, et c'est pas un truc qui m'est venu il y a longtemps et j'ai tout fait pour mettre ça en place. Non, au contraire, c'est progression, cheminement, puis j'en arrive là aujourd'hui, et je sais pas ce que je ferai demain, mais pour l'instant, j'en suis là, c'est cool, et voilà, et j'y prends du plaisir, donc non, franchement, content de proposer ça. Donc tu es content d'avoir fait ça. Carrément. Alors, j'imagine que tu mets en pratique tes propres enseignements. Ouais. Hein. Est-ce que c'est ta passion pour le sport et les effets positifs de sa pratique qui t'ont poussé à vouloir l'enseigner et le transmettre aux autres, ou est-ce ta volonté d'apporter du bien-être aux autres, en fait, qui t'a poussé à choisir cette discipline? Car c'est, à ton avis, cette discipline qui permet de se sentir le mieux dans sa peau au quotidien. Non, je pense que profondément, moi, ce qui m'anime, ce qui me plaît, c'est le fait de contribuer, d'apporter quelque chose aux gens. Et c'est le cœur de ce que je recherche. Et le sport, c'est un biais, c'est une voie, et c'est la mienne parce que j'aime ça, parce que j'en fais depuis longtemps, je pratique.
Et du coup, bah, le fond du truc, c'est contribuer, apporter quelque chose aux gens. Et moi, ma voie, c'est le sport, comme ça peut être, ça pourrait être de la musique, comme ça pourrait être plein de choses différentes. Je sais pas ce que les gens peuvent faire pour. Mais voilà, non, moi, c'est juste, au fond, contribuer, apporter quelque chose aux gens par le sport, parce que moi, c'est mon truc. Je pense, voilà. Ok. Alors, on arrive aux définitions personnalisées. Ah. Qu'est-ce que le coaching sportif et mieux-être pour toi? Et en quoi cela consiste-t-il exactement? Donc le coaching sportif, donc ça va être un entraîneur qui va être là pour accompagner la personne, pour l'aider à améliorer ses performances et qui va lui permettre d'atteindre différents objectifs, que ce soit une remise en forme, que ce soit atteindre objectifs de performance, que ce soit se dépasser, que ce soit prendre en volume, s'affiner, etc. Donc c'est vraiment le coach, il est là pour ça, pour atteindre ses objectifs, et chaque personne aura des objectifs différents. Et après, côté mieux-être, ça c'est ce que j'aimerais et ce que j'aime apporter à côté. C'est tout ce qui va être sur. Déjà, je pense que profondément, faire du sport, ça permet d'être bien, d'être à l'aise dans son corps, d'être à l'aise avec soi. C'est aussi un équilibre à trouver. Et en plus de ça, j'aimerais proposer, mettre en place, j'essaye, un travail un peu plus sur soi, de connexion à soi, de travail sur soi. Que ce soit juste en termes de ressenti corporel, de ressenti avec les émotions, avec ce qui peut se passer en soi. Et l'idée de pouvoir mettre un peu tout ça avec du sport comme de la muscu, comme de la course à pied, de la natation, du vélo, je trouve que ça donne plus de profondeur à la chose. Et je trouve ça vraiment plus profond et plus sympa pour moi à proposer aux gens. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Oui. Alors justement, dans quelle mesure un coach sportif peut-il aider une personne? Comment tu contribues à aider cette personne? Dans toutes les mesures, je pense, parce que tu peux trouver des coachs de n'importe quoi et c'est à toi, en fonction de ce que tu aimes. Si tu aimes l'escalade, si tu aimes la course à pied, si tu aimes le vélo, en fonction de tes objectifs. Si tu veux un coach juste pour te donner des conseils, pour t'aider à atteindre des objectifs, et tu peux, je pense, trouver un coach qui puisse répondre à tous ces objectifs. Et c'est juste à toi, à un moment donné, si c'est pendant une période ou plus longtemps, si tu veux et que tu sens que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, le coach est là pour t'aider à ça justement. Et voilà, donc c'est pareil, c'est ça dans le sport, ça peut être pareil pour développer son activité, pour avancer sur soi, que tu ailles voir un thérapeute ou autre. Voilà, dans toutes les disciplines, je pense que c'est ça, c'est à toi de voir si tu en as l'élan et l'envie, et tu peux trouver un coach en n'importe quoi. Je pense. Ouais. Voilà. Et alors justement, tu as dit par rapport à différents sports, est-ce que toi tu peux coacher un mec qui dit voilà je veux faire de l'escalade, ou je veux faire du trampoline, ou je veux faire de la natation? Est-ce que toi tu peux aider ces personnes-là dans n'importe quelle discipline, ou dans n'importe quelle catégorie, ou est-ce que toi tu es plus spécialisé dans quelque chose de précis? Après, ouais, de par mon vécu personnel et mes formations, j'ai un panel d'activités que j'ai pu pratiquer assez étendu. Donc personnellement et dans mes pratiques passées, j'ai pu faire vraiment de tout. De la natation, de l'escalade, de la course à pied, de la randonnée, de la course d'obstacles, du crossfit, de la musculation, etc. Ah oui. Donc je peux vraiment proposer et accompagner les personnes sur différentes activités. Après, en spécifique sur une activité, si c'est vraiment pour un objectif de performance, par exemple pour un nageur qui veut se préparer à une compétition spécifique, et là avoir un programme, c'est un peu trop spécifique pour moi, et je ne suis pas entraîneur de natation comme je ne suis pas entraîneur d'escalade. Enfin voilà, je suis plus polyvalent qu'entraîneur spécifique. Ouais. Par exemple, tu me dis Gauthier, j'ai jamais fait d'escalade, de natation, j'aimerais bien que tu m'accompagnes et tout. Ouais, ça je peux le faire, je peux t'aider, etc. Mais un sportif qui est déjà spécialisé, qui veut encore plus se spécialiser, non, ça va être trop spécifique pour moi, je pense. D'accord. Voilà. Ça va juste être ma limite. Après, voilà, si quelqu'un me dit non, c'est toi que je veux et j'aime ce que tu proposes, etc. Ouais, ça me ferait plaisir de me former, de me renseigner, de travailler là-dedans. Mais sinon, voilà, je suis plus le grand public de ce niveau-là. Voilà. Ok.
Alors justement, est-ce aussi un accompagnement mental ou uniquement physique? Bon, je crois connaître un petit peu la réponse, qu'on a déjà un petit peu discuté ensemble. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un accompagnement aussi qui est mental? Ou est-ce que c'est juste voilà, physique? Bon, il faut faire comme ça, faire des pompes, il faut faire telle série, il faut faire tel nombre de... Ou est-ce que c'est aussi mental? Après, aujourd'hui, la préparation mentale, c'est un métier, c'est des formations spécifiques. J'ai pas de formation là-dedans, donc je peux pas dire que je suis préparateur mental, parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est très cadré et il existe des formations là-dedans. Mais non, moi j'aime proposer donc, du sport parce que j'ai les compétences et les diplômes. Et à côté, j'aime bien amener des petites piques donc je dirais pas préparation mentale, mais plus connexion à soi, travail sur soi et une pratique sportive connectée, quoi. Voilà. Et sur tout ce qui peut jouer en soi, sur différents aspects, quoi. Mais non, je suis pas préparateur mental. D'accord. Voilà. Ok. Alors, offres-tu également des programmes diététiques et des conseils en alimentation à tes clients? Ou est-ce que non, c'est juste basé sur, voilà, sur l'activité physique? Ou est-ce que, parce que finalement, c'est vrai que l'alimentation, c'est hyper important. Enfin, C'est le carburant voilà. du corps. Ça sera la même réponse que la réponse précédente, parce que pareil, diététique, c'est des formations spécifiques. J'ai pas de formation spécifique en diététique. J'ai des notions, j'ai découvert des choses, je pratique des choses moi personnellement, parce que je sais ce qui me convient et ce qui me plaît. Et donc je pourrais juste donner peut-être des conseils ou des pistes, mais pas donner de programme diététique en plus d'un... Après, ça serait quelque chose que j'aimerais potentiellement proposer, développer, mais actuellement, non, je ne peux pas donner de programme diététique en plus, quoi. Donc j'inviterais à rediriger vers quelqu'un, peut-être des connaissances, mais voilà pour ce côté-là. D'accord, ok. Et alors, on voit que quand même, voilà, donc j'imagine que tu fais aussi attention à ton alimentation. Voilà, donne-nous quelques petits conseils, quoi. Comment faire pour garder la ligne, quoi. Non, mais après j'ai trouvé mon équilibre et moi je suis partisan de juste manger tout ce qu'on veut, mais c'est comme tout en quantité raisonnable. Je veux dire, si tu as envie d'un burger, si tu as envie d'une pizza, si tu as envie de... Eh ben fais-le, mais fais-le pas tous les jours, toute la semaine, quoi. Fais-le de temps en temps, et à côté de ça, on sait ce qui est bon pour la santé. Ça va être des légumes, ça va être de la viande, du poisson, mais toujours se faire plaisir en quantité raisonnable pour ce qui concerne un peu les petits excès, que ce soit des gâteaux, des sucreries, etc. Mais se priver pour... Non, je trouve ça un peu trop et c'est dommage. Et après, à côté de ça, si tu as une activité physique régulière, que tu te dépenses, tu vas trouver ton équilibre et voilà, quoi. Donc ouais, se faire plaisir, avoir une alimentation équilibrée, bien s'hydrater. Et puis voilà. Ok, et alors justement, au quotidien, quand tu manges, est-ce que toi tu fais attention, voilà, après moi je m'y connais pas du tout, mais tu sais, on entend toujours, voilà, une portion de lipides, une portion de machin, une portion de féculents, protéines, est-ce que toi tu mesures un peu tout ça, ou est-ce que tu manges... Non, je suis pas si pointueux, je mesure pas, non. Après, sur les repas, j'essaie je limite, je fais pas entrée plat dessert parce que je trouve ça trop et c'est aussi important d'écouter ton corps, de ne pas ressortir de table où t'es plein, t'es repu. Ah oui, d'accord. Voilà, juste de manger juste suffisamment et quand tu sens que tu vas reprendre une assiette alors que t'as déjà bien mangé, qu'à la fin du repas, voilà. Donc ce que je fais, c'est en général, je prends une assiette, ça me sert voilà, c'est ma base, une assiette et après je mange ça, en général après j'ai plus faim et je me laisse quand même un petit plaisir, un petit dessert. Et voilà, sur les repas, voilà, j'essaie de faire ça, une assiette, un dessert, et je trouve ça suffisant. Et voilà, il ne faut pas plus. Voilà. Pas se resservir, on entend souvent qu'il ne faut pas se resservir, il vaut mieux prendre une belle assiette, mais pas se resservir. Après, ça dépend, parce que si tu prends une énorme assiette, tu vois, c'est aussi une portion de. Mais ouais, faire des repas aussi raisonnables, quoi, pas manger plus que ce que tu as envie ou que ce que ton corps en a besoin. Et après, c'est pareil, si tu manges une assiette de frites, ce sera pas la même qu'une assiette de légumes. Voilà. Ouais, c'est vrai. Juste équilibrer ça. Mais ouais, c'est important de se faire plaisir quand même. Ok, alors, là je vais faire une petite parenthèse, je suis pas coach sportif ou diététicien ou quoi que ce soit, mais par contre, récemment j'ai réfléchi à une phrase qu'on dit souvent, c'est ouais, tu t'écoutes trop, t'as tendance à trop t'écouter, machin, arrête de t'écouter. Et en fait, moi je trouve que c'est un peu faux comme phrase. Au contraire, je pense que notre corps, souvent il nous dit des choses, et il faut justement apprendre à l'écouter. Ouais. Et quand on l'écoute, en fait, on se rend compte qu'en fait, il y a des messages, il nous transmet des messages, on l'écoute pas. Par exemple, moi je vois souvent que lorsque par exemple, je mange,
il y a un moment où tu as un petit row comme ça, tu Ouais. sens que. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que j'ai un petit row qui remonte, mon Ouais. corps il me dit, hé, Ok. là t'arrêtes. D'accord. Et, voilà. Et en ce moment, j'entends ça, et à ce moment-là, quand ça arrive, je me dis, bon, allez, Ouais. je finis un petit peu ce que j'ai là, Ouais. et hop, j'arrête. Et c'est vrai que ça fait du bien en fait. On se rend compte qu'en fait, en écoutant un peu son corps, en fait, il communique avec nous. Ouais, En c'est fait. ça. Puis après, t'es plus connecté, plus à l'aise et tu te dis, ouais, c'est un équilibre à trouver quoi, entre écouter ton corps ou pas l'écouter quoi. Écouter ta tête et. Ouais. Alors, est-ce que ton coaching, il est destiné aux personnes qui cherchent à être motivées, à trouver de la motivation, ou est-ce plutôt destiné à des personnes qui cherchent à apprendre les bons exercices, les bons mouvements? Parce que voilà, si une personne connaît déjà les exercices, pourquoi aurait-elle besoin d'un coach? Et si une personne est assez motivée pour faire du sport, pourquoi ne peut-elle pas se motiver toute seule? Et pourquoi aurait-elle besoin d'un coach? Donc finalement, voilà. Donc la question c'est, est-ce que c'est destiné à des gens qui veulent être motivés, ou est-ce que c'est juste voilà, des exercices, voilà, tu fais tel exercice, tel jour, voilà. Bon, c'est destiné vraiment à tout le monde. Il peut y avoir des personnes vraiment novices qui n'ont jamais fait de musculation, qui veulent s'y mettre, qui découvrent. Donc là, on adapte et on a à la fois la découverte des mouvements à faire, la découverte du matériel. Donc tout est à découvrir. Et donc là, avoir un coach, c'est vrai que c'est l'idéal pour faire attention, pour comprendre comment ça marche, les différentes méthodes, mettre de la progressivité aussi, c'est hyper important. Après, on peut avoir une personne qui a déjà une pratique personnelle, mais qui manque un peu de motivation ou qui aurait besoin d'être boosté un petit peu. Donc là, c'est bienvenu aussi. Juste voilà, peut-être pour se relancer pour une période, pour découvrir d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Voilà, un petit coup de boost de motivation. Et après, si une personne est déjà sportive, qu'elle est à l'aise dans son domaine et qu'elle se motive toute seule, il n'y a pas besoin de coach, quoi. Pas besoin de coach. Mais après, éventuellement, comme je disais, si à un moment donné, par exemple, elle a envie de travailler en spécifique, si par exemple, tu as une pratique déjà de musculation et que tu te dis, ah, je prendrais bien un petit peu en masse au niveau des biceps, et tu vas te dire, peut-être que je vais aller voir un coach, peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Donc voilà, juste pour du spécifique, des apports comme ça ponctuels, ouais, ça peut être bénéfique, quoi. Donc voilà, que ce soit du novice au confirmé, je pense que tu peux avoir à un moment donné besoin d'un coach et tout dépend de tes besoins. Ok. Alors, d'après toi, comment choisir son coach sportif? Comment reconnaître un bon coach d'un mauvais coach? Ça fait un peu penser au sketch des inconnus, comment choisir un bon coach d'un mauvais coach. Mais bon voilà, toi qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, comment savoir si on a affaire à un charlatan, à une personne qui est incompétente, ou alors un vrai coach efficace qui va vraiment aider à obtenir des résultats? Et voilà, quelles sont les principales distinctions en fait entre ces deux sortes de coachs? Après, ça va être au feeling, au ressenti comment répondre à ça? Il y a la personnalité du coach qui rentre en compte. Si tu le sens bien, s'il a une bonne énergie, si tu sens qu'il te motive ou pas. Ça, c'est propre à chacun, hein. Tu vas pouvoir aimer un coach et pas un autre. Donc voilà, c'est vraiment un feeling. Ensuite, tu peux avoir aussi les objectifs qu'il va te donner. S'il donne des objectifs irréalisables et que c'est pas adapté à toi, c'est que peut-être il est pas assez à l'écoute ou il n'arrive pas à comprendre ta demande. Donc là aussi, on prend confiance et voir si ce qu'il demande, c'est trop ou pas assez. Donc il y a un équilibre à trouver là-dessus. Après, je pourrais avoir, si on cherche sur internet, faire attention aux annonces ou aux sites un peu qui promènent des choses, des choses folles en quelques semaines ou en quelques temps, parce que surtout avec des photos, des vidéos, donc vraiment prendre attention à ça, tout ce qu'on peut voir sur internet, rechercher les avis, etc. Et pas hésiter à se renseigner. Et après, il peut y avoir aussi faire attention aux tarifs, trouver aussi quelqu'un dans ses prix, mais qui soit quand même correct et raisonnable. Et enfin, je dirais les options aussi qu'il peut y avoir à côté de la pratique sportive. C'est vrai que si le coach il peut avoir d'amener des notions, que ce soit des conseils en diététique, en préparation mentale ou autre chose, ça peut être que du plus et que du bénéfique. Mais vraiment, c'est juste trouver un coach qui nous parle, qui nous plaît et avec qui on a un bon feeling, je pense. Ok. Voilà. Parce que moi, c'est vrai que moi j'ai vu ta pub, et après, je suis parti sur tout site internet. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller, il est vraiment bien fait. Non, vraiment, il est Merci super bien à fait. Bamboo Pixel. Il est vraiment super bien fait et il est agréable à voir. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai regardé un petit peu
ton CV, quoi, je regardais un petit peu, c'est rempli de diplômes, de trucs et tout ça. Alors c'est vrai que moi j'y comprenais pas grand chose, j'ai dit ah ouais, mais en tout cas beaucoup de diplômes et tout ça, ça fait bien quoi. Vraiment on a affaire à un mec. Et c'est vrai qu'une personne qui connaît rien du tout à ça, qui veut juste voilà, trouver quelqu'un qui a de faire du sport, il n'a pas forcément toutes les notions, voilà, il ne sait pas exactement quels sont les diplômes à avoir et tout ça. Bon, on va y arriver de toute façon aux diplômes et tout ça à avoir, mais voilà, c'est ça, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui peut mettre la puce à l'oreille, quoi. Qu'est-ce qui peut dire ah non, lui, il faut faire attention. Voilà. Quel est le truc pour toi qui dit non, lui, ce coach-là, il faut faire attention à. Ou alors se dire voilà, celui-là, voilà, je pense que c'est un bon coach. Quel est le truc déclencheur, quoi? Je pense que c'est vraiment s'autoriser à faire au moins une séance d'essai et voir comment ça se passe. Et c'est vraiment, ouais, en termes de ressenti de feeling, quoi. Si tu dis, ouais, franchement, c'est cool, je me vois bien faire des séances avec lui, me motive, ça va être cool, quoi. D'accord. Et ouais, à partir de là, tu verras, je pense, si tu peux te lancer avec ou pas. Et après, bah ouais, par rapport au diplôme, à l'expérience, c'est vrai que ça parle pas vraiment, donc pas hésiter à se renseigner, savoir quelles sont les différentes formations. Et s'il répond aussi à nos attentes, à nos objectifs, quoi. Si on cherche par exemple à faire une pratique comme le Pilate et que la personne n'a pas forcément de formation en Pilate, bah, Ouais. ça va peut-être voilà. Donc ouais, par rapport aux formations complémentaires, si on cherche à faire une formation, une pratique spécifique, bah, chercher un coach qui a cette pratique aussi spécifique dans son bagage perso, quoi. D'accord. Ok. Bon, bah, ça, voilà, on arrive à la. Enfin, voilà, on a un petit peu répondu à ça, mais je vais demander de quel genre de coach et de méthode faut-il se méfier. Toutes les techniques sont-elles bonnes? Et y en a-t-il parmi elles que tu refuses d'appliquer ou d'enseigner? Déjà, comme je disais, il faut être vigilant sur les charges, l'utilisation de charges, parce que si tu commences les mouvements et que tu n'as pas forcément l'habitude et que tu n'es pas à l'aise et que tu mets du poids, bah, c'est là que tu peux te faire mal, tu peux te blesser. Donc faire attention aux charges, être super progressif, y aller progressivement, pas hésiter à charger progressivement et à se préserver. Et voilà pour ça. Après, aussi, bah, comme on disait tout à l'heure, être à l'écoute de son corps, ne pas faire des mouvements où je ressens une douleur. Si je fais un mouvement et que c'est douloureux, bah, Ah oui. ne pas forcer et peut-être savoir pourquoi j'ai mal, mais pas se dire bah, j'ai mal, mais je continue parce que j'ai envie d'avoir des biceps comme ci, comme ça. Mais c'est vachement intéressant ça, parce que moi c'est vrai que souvent, alors moi j'ai souvent fait un petit peu des séances de musculation, je m'étais inscrit à la salle de muscu et tout ça, et bon je le faisais tout seul, et très souvent en fait j'ai fait des mouvements, par exemple, tu sais, il y a une machine que tu fais comme ça, Ouais. et je me suis complètement bloqué ici, j'avais hyper mal, et pendant des mois je pouvais plus faire de sport, enfin en tout cas pas des sports qui faisaient intervenir cette partie-là. Et là, ça faisait super mal. Et bon, je me dis, oui, j'aurais pas dû faire ça et tout ça. D'où l'importance d'avoir vraiment un coach qui te dit quoi faire. Mais dans ce cas, enfin, on dit, voilà, il faut souffrir pour être beau et tout ça. Voilà, c'est peut-être un petit peu des idées reçues. Mais souvent, on se dit, bon, bah, c'est vrai que quand on n'a pas fait de sport pendant longtemps, après, on a des courbatures de partout, on a mal et tout ça. Donc, comment juger une bonne douleur d'une mauvaise douleur, en fait? Bah, il faut souffrir physiquement, parce que forcément, quand tu fais du sport, bah, t'en souffres. Bah, tu bosses, donc c'est intense et donc forcément tu te fatigues et je cherche un mot mais je le trouve pas. C'est pas grave. Souffrir pour être beau, on en était où? Bah, en fait, voilà, quelle est la limite entre une douleur saine et une douleur qui est malsaine, en fait, qui va me faire du mal? Bah, tu le ressens, faut que ce soit, bah, quand tu fais de la muscu ou quoi, tu vas sentir des sensations, faut que ce soit, tu ressens des tensions. Que le muscle il fatigue, il bosse, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Quand tu sens que tu le sens, c'est douloureux, c'est en spécifique, tu dis ah là ça tire quand même. Et franchement, éviter ne pas forcer, pas aller plus loin, parce que c'est là que tu te blesses et ouais, commencer en progressivité. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait sport, et ben éviter de mettre trop lourd ou de partir trop fort, parce que tes muscles ils sont pas prêts à ça et y aller doucement, et échelonner, mettre un peu plus de temps, mais faire un travail propre et avoir tes résultats. Sans te blesser, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ouais. C'est marrant parce que justement, je t'avais dit que j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Le miracle de la pleine conscience. Et justement, l'écrivain donne plein de techniques en fait, de méditation, de respiration, de relaxation et tout ça. Et à un moment, justement, il dit mettez-vous voilà, allongé, etc. Et il donne plein de conseils comme ça. Et souvent, il dit dès que vous sentez, dès que c'est désagréable, dès que vous sentez une douleur, arrêtez-vous.
et vous reprendrez plus tard, ou alors allez-y plus doucement, etc. Ok. Je me suis dit, mais comment on peut se blesser en faisant de la respiration, en faisant de... Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, voilà. Comme on Mm. disait tout à l'heure, le corps, parfois, il a ses limites, il faut apprendre un petit peu à écouter, mais pas trop non plus. Ouais. Il faut... C'est ça, et surtout sur un muscle que tu travailles, où tu ressens une douleur, et où en plus en travaillant tu mets de la tension, bah, à un moment ça va s'empirer, et après bah, tu vas te blesser, et après tu vas devoir t'arrêter. Enfin, c'est un peu un cycle sans fin après, donc ouais, vraiment, ouais, encore une fois, tu es à l'écoute de son corps. Ouais, bah, c'est un peu comme un élastique, souvent, Ouais, on c'est ça. peut voir la limite en fait, on sait quand ça va Exactement. commencer à craquer, et ouais, voilà. Mm. Donc on peut tirer, mais faire attention quand même. Alors, dans quel cas est-il... Bon, alors, c'est vrai que là, on se répète un petit peu, mais bon, voilà. Là, on en arrive à la partie des objectifs, théoriques et pratiques. Dans quel cas est-il conseillé de faire appel à un coach sportif? Bah, comme je le disais tout à l'heure, si on est débutant pour découvrir, pour se mettre en activité, bah, c'est hyper important d'être suivi, de ne pas découvrir tout seul et de faire attention. Donc ça peut être un coach, ça peut être sur un site, ça peut être en regardant des vidéos, plein de choses. Et après, bah, ça peut être pour des objectifs de performance, si on vise une compétition, si on vise une performance, bah, d'être suivi pour ça. Bah, ça peut être pour s'affiner, pour prendre en masse, en volume, enfin, voilà, un peu tous les objectifs. Et peu importe, je pense, l'objectif, tu peux trouver un coach qui t'aidera, qui t'accompagnera à le faire, quoi. Voilà. Ok. C'est juste sur les besoins de chacun. Ok. Alors, comment se déroulent les sessions de sport? Où les fait-on? Qui fait-on? Comment ça se déroule en fait? Donc, bah, y a le coaching en présentiel, où là je suis physiquement avec la personne en individuel. Donc ça peut être chez la personne ou en extérieur. Et donc là, après, bah, la pratique, ça peut être, bah, je peux ramener du matériel de muscu, de fitness, donc des barres, des poids, des haltères, des élastiques. Et là, on fait un peu tout, du travail global aussi en fonction des objectifs de la personne. Si elle veut travailler plus le bas du corps, le haut du corps, si elle veut se raffermir, se tonifier, prendre en volume, etc. Donc ça, on peut le faire à domicile ou en extérieur. On peut faire le même travail, je pense, dans les deux endroits. Juste, c'est plus sympa dehors quand il fait beau. Et après, bah, dehors, on peut aussi travailler sur du vélo, sur de la course à pied. On peut aller en piscine, on peut aller nager en mer ou en lac s'il y en a. Donc voilà pour le coaching en individuel. Et après, donc, pendant le confinement, j'ai développé les lives sur Facebook d'abord pendant le confinement, puis sur Zoom. Et là, donc, je suis tout seul devant ma caméra, j'envoie le lien Zoom aux gens chez eux. Ils se connectent à la vidéo en live et là, on fait des cours collectifs à distance. Donc pour l'instant, je suis sur un format où on est 20 à 30 personnes. Donc on est trop nombreux pour que je puisse voir et corriger les gens. Donc chez eux, ils ont la vidéo et le son. Mais moi, je ne prends pas le temps de les corriger parce qu'on est trop nombreux. Ça pourrait être un autre format où on est 5-6. Je fais la séance et donc, comme on est moins nombreux, je peux avoir les caméras, faire des retours, etc. Donc, pour l'instant, je ne suis pas sur ce format, je suis juste sur le groupe un peu plus complet. Et là, je fais en fonction de chacun, donc petit matériel. J'estime que chez soi, on peut avoir de quoi avoir des poids de 1, 2 ou jusqu'à 5 kg si on a des paquets de pâtes, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau. Voilà, Pendant le confinement, on se servait de ça, ouais. C'était à base de paquets de riz, de pâtes, de bouteilles d'eau. Et donc tout le monde pouvait faire la séance, puis j'adaptais donc, à ça. Et voilà pour le format Zoom, donc je fais ça juste ici derrière. On montrera tout à l'heure, on montrera un Ouais. petit peu parce que ouais, t'as quand même bien investi. Et voilà, moi ce qui est bien, c'est que c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, paquet de riz, paquet de pâtes, le sport, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux faire du sport avec rien, quoi. Bah ouais, Il suffit juste d'avoir un corps et puis c'est tout, quoi. Exactement, et de s'y mettre, ouais, de transpirer un peu. Donc voilà, il y a juste le coaching en présentiel sur Montpellier, là où je suis, où j'habite, et le coaching à distance, donc là qui m'ouvre un peu les portes de partout, dans la limite de la langue française, parce que je suis pas encore Ouais. assez... Quoique finalement, c'est vrai que le sport, même si on comprend pas trop Ouais, la langue, c'est et si clair, on doit tu faire peux- des exercices, ouais, tu peux ça, le faire. tu peux voir les mouvements et tout, ça peut le faire. Donc voilà, du coup, les deux formats que je développe actuellement. Ok, super, super. Alors, bah, tout à l'heure, tu disais que tu faisais pas trop de coaching mental, mais bon, est-ce qu'il y a quand même une préparation mentale au préalable? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une séance d'étirement avant, quelque chose. Alors, il y a les étirements, donc c'est une préparation physique. Et est-ce qu'il y a une préparation aussi mentale? Donc, on va d'abord répondre à la préparation mentale, parce que voilà, il y a un état d'esprit à avoir. Quand j'arrive, voilà, j'ai pris une séance avec toi, hop. On y va, on est prêt. Est-ce que voilà, dans quel état d'esprit je suis? Voilà, je viens de me réveiller, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, j'ai pas trop le moral, j'ai des petits problèmes, machin.
qu'est-ce qui se passe? Comment... Mais il y a ça aussi dans le coaching sportif et mieux-être, c'est aussi faire avec l'état du moment. Et c'est aussi c'est la nature humaine, c'est vivant, on n'a pas forcément tout le temps le même état d'esprit, etc. Donc au début de séance, prendre un petit temps juste pour se connecter à soi, voir comment c'est, si je suis en forme, si je suis un peu fatigué, si je suis en colère, et voilà, et moi c'est vrai que si je pouvais juste apporter quelque chose à la personne au moment où on débute la séance, avant de faire la séance, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et qui fait partie du mieux-être, je trouve. Et après, voir si la personne trouve ça agréable de parler et d'échanger là-dessus pendant 5-10 minutes, et c'est un temps qu'on peut passer. Puis après, on passe à l'échauffement, puis à la séance. Et voilà, mais faire attention à son état du moment. Et c'est aussi prendre soin de soi et s'investir d'autant plus après dans la séance. Parce que si tu t'écoutes pas et qu'au final, tu n'as pas le moral et que tu fais ça sans trop de motivation, voilà, c'est moins bénéfique que si tu avais pris 5-10 minutes à parler, à déposer quelque chose, et après ça va mieux, tu dis tu as déposé ton truc, tu es prêt, tu es dispo et c'est parti, quoi. Ok, voilà. Il faut quand même il faut pouvoir se mettre en condition pour faire du sport. J'imagine que tu arrives à trouver les mots qui vont réussir à motiver un peu la personne, à la mettre dans ces conditions-là. Après, pour ce côté-là, sur le côté échange, interaction, connexion, je m'intéresse personnellement à la CNV, à la communication non violente, et c'est ce qui me permet aussi de m'apporter des outils, des clés pour échanger avec la personne, pour voir ce qui est en jeu pour elle, et pour apporter ce côté mieux-être sur ce qui se joue pour la personne au début d'une séance peut-être, et la mettre dans les meilleures dispositions aussi pour tout donner, y aller et tirer le maximum de bénéfices de la séance. Voilà. Ok, très bien. Et alors, tu parlais moi j'ai appelé ça les étirements, mais l'échauffement aussi, comment ça se passe dans une séance, combien de temps on prend pour s'échauffer? Et ça consiste à quoi? Après, peut-être qu'on verra comment tu nous donneras 2 ou 3 petits exercices comment faire pour s'échauffer, pour s'étirer. Parce que moi, j'avoue que parfois je me dis, bon allez, je me suis déjà motivé pour aller courir. Si en plus il faut commencer à prendre encore un quart d'heure en plus pour s'étirer et tout ça, et c'est vrai qu'après on sent. C'est ça, c'est chiant, on n'y prend jamais de plaisir, et on se dit qu'on bosse pas, mais c'est hyper important. C'est comme si tu pars en voiture, si dès le début tu pars à fond à bloc, le moteur et tout ça, ça va pas apprécier, donc c'est toujours au début de séance prendre un petit temps pour s'échauffer, parce que le muscle il est froid, donc si direct tu pars et que tu te charges, tu mets de l'intensité, tu vas être moins à l'aise parce que le muscle n'est pas prêt à cet effort, et en plus tu vas l'abîmer. Donc toujours prendre 5 à 10 minutes pour t'échauffer. Donc ça peut être de petits échauffements articulaires, ça peut être juste faire des mouvements pour échauffer les différents muscles. Y aller toujours en progressivité. Après tu fais ton corps de séance où là tu fais ta séance en fonction de ce que tu veux bosser. Et les étirements, après c'est un peu, il y a des discussions autour de ça. Est-ce qu'il faut les faire juste après? Est-ce qu'il faut les faire 3-4 heures après? Est-ce qu'il faut les faire le lendemain? Il y a plein de choses qui se disent autour de ça. Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'à la fin d'une séance, juste après une séance, tu peux faire des étirements, mais il faut que ce soit des étirements courts. Sur les muscles que tu viens de bosser, tu vas tenir tes étirements 20 à 30 secondes grand max. C'est pas là que tu vas chercher à gagner en souplesse, en élasticité, mais tu vas envoyer l'information au muscle que la séance elle est finie, qu'il a fini de bosser et qu'il peut juste se relâcher, se détendre. Et si vraiment toi tu veux gagner en souplesse, en élasticité, il faudra se faire vraiment des séances pures d'étirement qui vont durer presque le temps d'une séance. C'est vraiment du spécifique. Quand on voit des gymnastes ou des danseuses qui sont vraiment très très souples, c'est des heures et des heures d'étirement, et pour le coup c'est une forme de pratique qui est l'étirement. Donc pour un sportif lambda, juste faire des petites sessions d'étirement, soit après la séance, soit 3-4 heures après la séance, pour quand même laisser un peu de temps aux muscles de se relâcher et venir travailler un peu l'élasticité. Et sinon, si vraiment on veut gagner en souplesse, en élasticité, faire des séances spécifiques où on y passe plus de temps pour le coup. D'accord. Voilà. Donc, bons étirements avant, quoi qu'il arrive. Bons échauffements avant. Ça par contre, indispensable. Et après, donc, faire un petit peu pour envoyer un signal au corps comme quoi c'est bon. Voilà, on se relâche. Sans que ce soit douloureux, tranquille, ça fait du bien, même on le ressent, ça fait du bien.
20-30 secondes par muscle au max, et puis voilà quoi. Et puis après, si le lendemain on a des douleurs ou encore des tensions, pas hésiter à y revenir un peu, à bien s'hydrater aussi toujours. D'accord, oui, important aussi. Hydratation, et voilà. Ouais. Ok, et est-ce que au niveau de la respiration, il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a... Parce que moi, comme je t'avais dit la dernière fois, c'est vrai que souvent, voilà, je me mets à courir et tout ça, et là j'ai du mal à trouver un peu ma respiration. Je suis obligé un peu de faire la technique un peu du chien, respiration très accélérée, ou alors faire des genre des... Enfin, je sais pas, enfin voilà, j'ai l'impression que voilà, je mets quand même un certain temps à trouver ma respiration. Donc moi j'ai trouvé une technique, je fais en fait en 3 fois, je fais... Et en fait ça m'aide vachement. Et après j'imagine que chacun selon son corps, sa technique, Ouais, c'est sûr. comment c'est... Surtout en course à pied en plus, parce que c'est un équilibre à trouver, la respiration est hyper importante. Et c'est aussi réussir à caler sa respiration sur sa foulée, donc c'est aussi un travail à faire. Mais sur toutes les pratiques, ouais, la respiration c'est hyper important parce que c'est ce qui apporte l'oxygène à tes muscles, c'est ce qui permet aussi de les alimenter et de tenir sur la durée. Et après sur les étirements, c'est ce qui te permet aussi de relâcher, de tenir l'étirement, la position. Donc ouais, toujours la respiration, il est important de travailler dessus, qu'elle soit bien calée aussi. Ça va te permettre sur certains mouvements de musculation, il faut que tu expires au bon moment pour pouvoir être plus explosif, plus puissant. Donc ouais, la respiration, hyper importante et à travailler et à faire aussi au bon moment. Donc, après, voilà. Petite astuce, moi, comme je me suis mis depuis quelques semaines à faire de la méditation, j'ai remarqué que la méditation c'est un truc de fou parce que non seulement ça t'aide à mieux comprendre un petit peu ton mental et tout ça, mais ça t'aide aussi vachement à... on dit souvent, enfin dans les livres que j'ai lus, souvent ça revient qu'en fait la respiration c'est la connexion, en fait, c'est le lien entre l'esprit et le corps. Et c'est vrai que moi ça m'aide beaucoup quand je fais du sport maintenant. J'ai appris un petit peu à connaître beaucoup mieux mon système de respiration et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment important la respiration aussi dans le sport. Ça permet peut-être aussi parfois de se surpasser un petit peu. Et souvent on manque de respiration et on a envie d'arrêter de faire du sport aussi parce qu'on a du mal à retrouver cet équilibre. Peut-être ça permet de... Non, c'est sûr, ouais, la respiration c'est hyper important. Puis ouais, la respiration c'est aussi la vie, du son premier jour jusqu'à la fin. Donc il y a plein de choses. C'est vrai qu'en méditation ça permet on travaille beaucoup dessus. Ça permet de se relâcher, de se détendre, d'atteindre des moments aussi agréables. Et donc que ce soit sur des efforts intenses ou sur des efforts de calme, de méditation, on peut jouer sur la méditation sur des aspects différents, mais hyper importants dans les deux cas. Ok. Ouais. Et alors là je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que regardez comment il est positionné, sa position. Alors moi, moi je suis un petit peu comme ça. Et franchement, je te vois, je me dis, mais comment il fait pour rester tout le temps comme ça pendant longtemps? Même la dernière fois, quand on discutait, moi j'étais un petit peu comme ça sur le canapé. C'est vrai que comment tu fais pour rester droit comme ça? C'est parce que tu fais beaucoup de sport, enfin t'as développé les muscles qu'il faut pour rester comme ça ou c'est... Non, mais ça joue au niveau du bassin, tu vois. Enfin, c'est que j'ai des petits soucis de dos, bas lombaire, donc je fais toujours attention d'être bien assis. C'est vrai que quand tu es un peu basculé en avant, dos rond, tes lombaires ils sont un peu chargés, tu les travailles. Alors que ouais, si t'es bien droit, puis ça te permet d'être bien aligné, de bien ouvrir tout ça. On a l'impression que c'est naturel chez toi, t'es comme ça. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, c'est très important aussi dans la méditation, et j'y reviens encore. Souvent, même la dernière fois, j'ai assisté à un cours de sophrologie. On nous dit en fait, il faut faire comme si qu'on était attiré par le haut, par le ciel, aussi qu'on voulait atteindre le ciel avec la tête comme ça, rester vraiment bien droit comme ça. Et je trouve que c'est un des trucs les plus durs à faire en méditation, relaxation et tout ça. Je me dis, mais au contraire, moi si je veux me relaxer, au contraire, c'est comme ça quoi. En fait, on te dit non, si tu veux vraiment te relaxer, vraiment faire une bonne séance de méditation efficace, il faut vraiment être droit et garder le dos droit et tout ça. Et tu te dis, mais au départ, ça paraît un petit peu paradoxal, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, finalement, si quoi, ça passe mieux comme ça quoi. Tout passe mieux quoi, comme ça quoi. Alors justement, on arrive à là. Pourquoi le mental est-il si important en matière de sport? Selon toi, à quel point le mental et le corps ont-ils une influence l'un sur l'autre? Notre santé physique et notre hygiène corporelle sont-elles indissociables de notre qualité de vie et de notre état d'esprit? Donc en fait, voilà, pourquoi d'après toi, pourquoi le mental est-il si important en matière de sport et comment les deux sont connectés en fait? Après, oui, le corps et l'esprit, c'est indissociable parce que
parce qu'on est là dans le corps et on ne peut pas faire autrement. Et donc ton corps, c'est un peu ton véhicule, sur Terre. Donc important d'en prendre soin. Et comment prendre soin de ton corps à part le sport ou l'activité physique. Donc ça va aider à entretenir, à garder une bonne condition longtemps et à rester bien dans le corps. Et le mental, et comment il peut jouer là-dessus, le mental, c'est tout ce qui se passe dans la tête, et puis tout ce qui se connecte aussi avec le corps. Donc tu peux ressentir des émotions, tu peux ressentir plein de choses qui vont influer sur ta pratique physique. Et donc si tu n'es pas bien et que tu n'as pas envie de pratiquer, tu vas te démotiver. Donc ouais, tu as tout un truc, un équilibre à trouver entre le corps et l'esprit et pour avoir une pratique, un équilibre qui te convienne et qui te permette d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Donc c'est pour ça que juste faire du sport pour faire du sport, il y a un moment où tu seras un peu limité ou ça te suffira pas, quoi. D'accord. Je pense qu'il y a un moment où tu auras besoin de plus et où tu chercheras quelque chose et peut-être que ça peut jouer dans la tête aussi. Tu vois. Parce que ça peut être aussi une bonne façon de justement de libérer se libérer de ses émotions, libéré par le corps, ses tracas et tout ça. Choses, si tu as des choses puissantes à libérer, tu peux le faire dans le sport, dans ta pratique. Et si au contraire tu as besoin juste de ressentir, de te connecter, tu peux méditer. Donc ouais, tu peux vraiment parce que je pense que ça se rejoint, en fait, c'est constamment que ce soit aller courir, aller nager, aller faire du vélo, méditer, je pense que c'est une activité physique et ça te permet d'exprimer, de te connecter à ton corps et de trouver ton équilibre, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi, par exemple, je préfère, quand je vais faire une séance de méditation, je préfère faire du sport avant plutôt qu'après. Parce que je me dis, voilà, je vais être. Ouais. Quand tu restes une demi-heure ou 3/4 d'heure comme ça, t'as quand même un petit peu envie de te lâcher. Et quand tu t'es bien lâché avant, tu t'es bien défoulé, tout ça, après t'as justement envie de relâcher tout ça. Donc je pense que c'est bien. Et ça rejoint un petit peu ce que je te disais la dernière fois. J'avais une discussion avec une personne, je racontais mon programme Esprit Abondant. Et elle disait pourquoi tu appelles ça Esprit Abondant. J'ai dit parce que justement, je pense que, on va laisser le mot abondant de côté, mais je pense que tout passe par l'esprit, tout commence par l'esprit en fait. Et elle m'a dit mais c'est pas vrai, parce qu'en fait le corps finalement, c'est aussi important, voire plus que l'esprit, parce que si t'es pas bien dans ta peau, que t'es pas bien dans ton corps, tu pourras pas être bien dans ta tête. Et je lui ai dit, oui, mais l'expression en fait c'est un esprit sain dans un corps sain. Effectivement, le sport, comme tu as dit, ça peut aider justement par rapport aux émotions, ça peut aider à se défouler. Mais si dans ton esprit t'es pas bien, finalement tu n'auras pas envie de faire de sport, tu seras pas motivé. Donc voilà, tout ça, ça se rejoint en fait. Ouais, c'est clair. Puis après, l'esprit, le mental change, avance avec l'âge aussi. Je pense que quand on est jeune, on a envie de faire, de performer, de se dépasser et tout ça. Puis après, avec l'âge, on est attiré par d'autres pratiques. Donc ça suit aussi un cheminement personnel. Et voilà, c'est aussi s'écouter. Si on a envie, comme tu disais, de faire du sport qui bouge, de tout lâcher, c'est ok. Et si tu as envie de faire un truc un peu plus détente, tu exprimes autre chose et tu te connectes à autre chose et c'est cool aussi, quoi. Voilà. Ok. Alors, on entend souvent parler de l'addiction au sport. On dit que parfois on peut devenir addict au sport. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. Et dans ces cas-là, faut-il limiter sa pratique? Comment fixer cette limite? Et voilà, à quelle fréquence conseilles-tu de faire du sport? L'addiction, je crois que c'est un nom, c'est la bigorexie, je crois. Donc c'est le nom que porte l'addiction au sport. Et je pense que c'est comme tout, le sport c'est bon pour la santé dans une certaine mesure. Trop en faire, ça peut conduire à plein de choses, à des douleurs. Donc voilà, et je connais aussi des sportifs de haut niveau, juste spécifiques dans des activités, qui en faisant trop leur activité ont des soucis de santé. Et donc trop faire la même activité à trop forte intensité trop longtemps, ça peut être contre-productif. Et donc voilà, donc c'est comme pour la nourriture tout à l'heure, faire plein de choses, mais dans une certaine mesure. Et ne pas en faire et trop en faire, il y a un équilibre entre les deux, je pense que c'est juste le trouver, quoi. D'accord. Et comment on peut trouver cette limite en fait? Comment je me dis, là je suis devenu vraiment accro au sport, il faut que je me calme, enfin je sais pas. Par exemple, si tu fais tous les jours de la semaine, tu te
tu fais du sport pendant 1 heure et demie à forte intensité. Il y a un moment, forcément, le corps il va te dire stop parce que tu vas t'épuiser, parce que tu vas commencer à avoir des douleurs, des sensations particulières. Et puis après, même peut-être ça peut jouer au niveau de la tête, tu vas te démotiver, tu vas plus y prendre du plaisir. Donc voilà, peu importe le sport, c'est pas trop en faire non plus, quoi. D'accord. Mais est-ce que c'est bien d'en arriver à une situation où tu te dis, mais là, j'ai pas fait mon sport, aujourd'hui, je suis pas bien. Je suis pas bien. Est-ce qu'il faut faire attention à ce moment-là ou est-ce que non, c'est sain, c'est très sain en fait d'être en manque de sport, quoi. Vaut mieux ça plutôt qu'être en manque d'autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr, mais ouais, c'est une première étape. Et puis après, ça joue aussi au niveau de la tête aussi. Parce que t'as pas fait de sport, t'as pas fait ta séance de sport, t'es pas bien, tu culpabilises. Parce que tu vois, c'est aussi un cercle vicieux et tout ça. Et je pense que c'est hyper important d'écouter ton corps, de lui laisser du temps pour se reposer. Et ça te permettra aussi d'autant plus d'atteindre tes objectifs et de performer et d'avancer, quoi. Ok. Donc, Et après, sinon sur la pratique, ce que je pourrais conseiller, c'est au moins 3 fois par semaine, dans l'idéal, au moins 3 fois par semaine, minimum 20 minutes par séance. d'accord. Voilà, et après, les objectifs, les résultats, ils apparaîtront avec le temps au bout de, je sais pas, je dirais quelques 3-4 mois. Donc, juste essayer de se tenir à ça, minimum 3 fois par semaine, 20 minutes par séance, sur plusieurs mois, et ça, c'est top. Parce que tu alternes des moments où tu travailles, où ton corps récupère, et après, faire la pratique qui te plaît, qui te fait kiffer. Voilà. Ok. Ça rejoint un peu moi ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que finalement, en fait, la vie, en fait, pour qu'elle soit justement agréable, pour que ce soit, voilà, pour kiffer, quoi, il faut un petit peu être dans plusieurs activités, faire un petit peu de méditation, un petit peu de social, un petit peu de familial, un petit peu être avec ses amis, un petit peu faire un peu de sport, un peu de tout, quoi, dans création artistique, enfin voilà. C'est pas trop, faire que du sport tout le temps, ça peut devenir. Ouais, c'est ça, tu peux t'y perdre, c'est clair. Après, si par exemple, ton objectif, c'est ton kiff du moment, tu as envie de faire un marathon, eh ben, forcément, tu vas avoir une prépa spécifique, tu vas devoir courir du kilomètre et ça va être dur et tout. Mais si voilà, c'est ce qui te fait kiffer, ce que tu as envie de faire et que ça te fait kiffer de te lever tous les matins et de faire ta séance, c'est cool, tu vois. Voilà. Mais après, c'est encore une fois, juste t'écouter et voilà, voir si t'as pas des sensations, des trucs particuliers et te dire à un moment, avoir le recul et la conscience de te dire, ouais, faut que je calme ou que je fasse attention ou que j'aille voir telle personne pour qu'elle me conseille ou autre. Ouais. Ok. Alors, petite question, entre parenthèses, j'avais entendu qu'au bout de 40 minutes de sport, le corps, le corps, il y a quelque chose qui s'appelle l'endorphine, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui se libère. C'est à partir de 40 minutes de sport, en fait. En fait, j'ai vu ça dans un sketch, un humoriste qui dit ça. Il dit c'est pour ça que les enfants, en fait, c'est leur drogue. C'est pour ça que quand t'es petit, t'as pas besoin ni d'alcool, ni de drogue, ni de rien du tout. En fait, t'es constamment accro, en fait. T'es tout le temps en train de faire du sport, en fait. Donc, t'es constamment un peu drogué, en fait. Et il dit c'est pour ça que les enfants, ils arrêtent pas de courir à chaque fois. Et ça crée encore... en fait, ça lui donne envie de continuer à être agité et tout ça. Je savais pas. Est-ce que non, parce que j'ai entendu que c'était à partir de 40 minutes. Alors je me dis, est-ce que c'est bien d'atteindre ces 40 minutes ou est-ce qu'il faut mieux arrêter avant les 40 minutes pour pas que ça devienne une drogue en fait? Je saurais pas te dire sur ce qui joue au niveau de l'endorphine, mais non, j'avais pas l'info, tu vois. D'accord. Alors concrètement, voilà, sur le terrain, comment toi tu coaches tes clients? Comment tu parviens à les garder motivés pendant toute une séance? Comment tu les aides à se surpasser? En présentiel, donc si c'est à l'extérieur ou à domicile, ça passe par un temps d'échange, de prise de contact, de voir comment la personne va, etc. Et après, c'est la même structure à chaque fois, échauffement, cœur de séance, étirement. Et après, tout va jouer surtout sur le cœur de séance où là, tu vas proposer le travail à la personne. Et après, ça va dépendre de ses objectifs. Hein. Si elle veut prendre en volume, donc on va faire travailler avec des charges pour faire prendre du volume à la personne. Si elle veut s'affiner, on va travailler sur du cardio, sur de l'intensité. Après, ça dépend aussi de l'activité. Si c'est sur de la muscu, si c'est sur de la course à pied, si c'est sur de la marche. Voilà, et après, juste l'objectif de la personne.
l'objectif de la personne, vraiment l'objectif principal à long terme, puis après avoir des objectifs à court et moyen terme. Donc les objectifs à court terme, ça va être sur la séance. Voilà, l'objectif de la séance, ça va être bas du corps ou autre, et après fixer des petits objectifs à moyen terme pour aussi avoir des petites réussites et que ça joue aussi au niveau, encore une fois, du mental, tu vois. Atteindre ces petits objectifs. Entraîne une réussite. Ouais, tu vois, c'est ça. Et toi, c'est quoi ton style en fait en tant que coach? C'est vrai que j'ai jamais assisté à une séance concrètement. Toi, tu es plutôt le gars qui va allez, on se motive, machin. Ou est-ce que c'est quoi ton style en fait? Je t'ai jamais vu en mouvement quoi. Après, je sais pas, je pense que je suis capable de m'adapter à la personne. Je vois sur les lives que je propose. J'ai pas les personnes en face de moi, donc je me dis il faut que ce soit motivant, donc je passe la séance à gueuler, à motiver les gens, à dire leur prénom, à vraiment tout donner, et ils me le disent que c'est cool et que c'est motivant pour eux. Et après, si la personne elle a besoin aussi de faire sa séance toute seule, si quand elle est dans l'effort, elle a pas besoin trop que je lui parle, je peux prendre un peu de recul et tout. Et après, c'est aussi à chacun de. Mais c'est vrai que sur les séances où on bouge, où on est motivé, où on doit tout donner, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un coach soutenant qui nous booste un peu et qui gueule, et ça c'est cool, quoi. Un petit peu, parfois un petit coup de pied dans le cul. Voilà, exactement. Ok. Et est-ce qu'on peut devenir autonome après quelques sessions avec toi, par exemple, avec un coach sportif? Est-ce qu'on peut devenir autonome après quelques sessions? Ou est-ce qu'on a besoin d'un suivi régulier, d'un coaching sur le long terme? Encore une fois, ça dépend de ce qu'on recherche auprès d'un coach. Si au bout de quelques mois, on se dit c'est bon, sur cette pratique, j'ai découvert assez de choses, je peux gérer tout seul, et c'est ok, ça part. Et tu auras acquis de bonnes bases, je pense. Et après, si par des vidéos, des lectures, tu peux faire ta pratique personnelle, et voilà, tu auras exploité ce que propose le coach au maximum. Et puis c'est cool aussi de tendre vers l'autonomie, c'est que tu as les compétences, c'est que tu as la motivation, c'est que tu as plein de choses qui vont avec. Donc non, c'est top. Et ça c'est toi qui vas lui dire à ton client ou à ton élève, je sais pas comment tu les appelles d'ailleurs, tu appelles ça des élèves, des clients, en soi, c'est des clients. Des patients. Non, je suis pas dans le domaine un client. Ok, et donc finalement c'était quoi la question finalement, j'ai oublié. Tu peux me dire, est-ce que c'est moi qui dis au client qu'il est autonome, Voilà. ou c'est ce que le client. Non, après, moi personnellement, de mon côté, plus le client il est là, plus il me sollicite, mieux c'est pour moi, parce que ça me permet de taffer, de proposer, de faire tourner mon activité, quoi. Mais si à un moment la personne elle me dit c'est bon, j'ai plus besoin, ou je ferai appel à toi ponctuellement, c'est ok pour la personne, quoi. Ok, mais toi, si tu sens qu'une personne c'est lié. Je pense que c'est une co-construction, c'est un ressenti des deux, et si on arrive à un moment où la personne elle veut, je pense que ça sera ok pour moi comme pour elle, et voilà, quoi. Ok. Ok. Alors, pour être au top de sa forme et être épanoui dans sa vie, est-ce qu'il faut compléter le sport avec d'autres activités, selon toi? Donc j'en ai un petit peu parlé à l'instant par rapport à mon point de vue, mais est-ce qu'il faut compléter avec d'autres activités, et si oui, lesquelles? Oui, évidemment. Donc, le sport, si on reste sur le corps, compléter avec des séances d'étirement, quand même, c'est quand même hyper important, il ne faut pas le négliger. Donc ça pour toi c'est quand même quelque chose qui est à part du sport, les étirements? Non, si je reste sur le corps, donc si tu fais ta séance de sport, qu'est-ce qui peut être à côté hyper important? Donc je pense aux étirements, faire aussi par exemple, si on fait de la muscu, pas faire que de la muscu, faire aussi une activité où on va travailler le cardio, le souffle. Par exemple, hyper important de faire que ce soit de la course à pied, de la natation, du vélo, où tu vas travailler sur la durée. Au niveau du cœur et respiratoire, ça va avoir des bénéfices que tu pourras pas forcément retrouver si tu fais que de la salle, tu vois. Donc, voilà. Ok. Donc toi tu restes quand même très sport, quoi. Ça veut dire. Et à côté, hyper important de. Après, c'est en fonction de chacun. Parce que tu m'as dit que toi-même tu t'intéressais vachement à tout ce qui était aussi tout ce qui était spirituel. Enfin, pas spirituel forcément sur le plan ésotérique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu m'as dit que tu avais déjà fait des trucs. Comme on disait tout à l'heure, le corps et l'esprit. Donc le sport pour le corps, et puis l'esprit, après c'est d'autres domaines, d'autres apports, mais tout ce qui va être pour être
à l'aise avec soi, connecté à soi, les sensations, les émotions, le travail sur soi, le développement personnel. Donc pour ça, après, il peut y avoir plein de formations, regarder des vidéos, des lectures d'autres coachs, des thérapeutes. Et après, ouais, moi, ça m'intéresse beaucoup, je le pratique personnellement, mais ouais, c'est hyper riche de trouver son équilibre dans le corps et dans la tête, quoi. Ah ouais, Voilà. l'alimentation, la nourriture, on dirait la nourriture du corps et la nourriture spirituelle Voilà, aussi. c'est ça. Et ouais, moi je pense que c'est Le vraiment corps et important. l'esprit. Ouais, non, c'est clair. J'insiste beaucoup sur ça parce que c'est vrai que pour moi c'est quelque chose, enfin c'est un vrai ensemble, mais c'est un truc de fou quoi. Comment, je me rends compte que finalement il faut vraiment nourrir l'esprit quoi. Et on en a vraiment besoin. Souvent c'est à cause de beaucoup de problèmes, de frustration, ça se complète quoi. Donc je vais savoir ce que tu en penses. Alors une question un peu plus personnelle, qu'est-ce que ça t'apporte cette activité professionnelle sur tous les plans de ta vie? Toi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça, d'apporter ça aux gens? Déjà, j'ai beaucoup d'autonomie dans ce que je peux mettre en place, proposer, m'organiser. Donc, mon statut, c'est un statut où tu es quand même autonome, tu gères tes trucs. Ça, c'est quand même appréciable. Après, le partage. Donc, le partage avec la personne, avec les personnes, autour du sport. Donc, tout ce qui peut se faire autour, que ce soit en individuel ou en groupe, je trouve ça vraiment, vraiment riche et c'est cool, cool à vivre. Le fait de contribuer aussi, de contribuer auprès de personnes, et qu'après elles disent que quand il y a des retours, qu'elles se sentent mieux, qu'elles n'ont plus telle douleur, qu'elles ont atteint certains objectifs. Là, c'est ouais, beaucoup de fierté et c'est cool. Et enfin, beaucoup de créativité aussi. Je pense que ça me permet d'exprimer ma créativité, que ce soit sur des choses à mettre en place, comme ça, des petits trucs à proposer, créativité sur les séances. Proposer des trucs aussi un peu dans différents domaines, que ce soit même sur une séance de muscu en live, proposer à la fois de la musculation, des petites positions de yoga, des petits travails respiratoires, enfin voilà un peu. Et est-ce que, justement, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la créativité. Est-ce que toi, tu te, voilà, tu fais tes programmes selon des trucs bien conventionnels, déjà, qui sont déjà prouvés ou déjà pratiqués par des grands professionnels? Ou est-ce que tu aimes bien inventer tes propres techniques, tes propres mouvements, tes propres gestes? Un peu des deux. Il y a des trucs, je vais me conformer à ce qui est déjà proposé, à ce qui se met en place, et puis d'autres trucs, je vais complètement improviser, créer mon truc, et voilà. Donc je m'inspire de ce qui existe et de ce que j'ai envie de proposer aussi. Et donc ouais, non, c'est ça qui, ici, ouais, qui fait la richesse de ce que je propose aujourd'hui. Ok, et toi, c'est quoi ton sentiment enfin, de quel sentiment t'es rempli lorsque tu vois un de tes clients qui a progressé, qui a réussi à obtenir des résultats ou qui arrive à ses objectifs? C'est quoi tu ressens quoi à ce moment-là quoi? Bah ouais, c'est beaucoup de fierté et de joie de voir que la personne, elle me partage ça, qu'elle le constate aussi, et de voir que ouais, j'arrive à contribuer, à proposer ça, et que ça marche aussi, quoi. Donc c'est ouais, beaucoup de fierté, de joie, de satisfaction, et ouais, c'est des retours qui sont très, très joyeux à recevoir, c'est clair, Ouais. carrément. Et alors justement, là on sort un petit peu du... Tout à l'heure tu parlais des étirements et tout ça, est-ce que par exemple, moi j'ai envie de... Voilà, pour reprendre encore la méditation, mais c'est vrai que bon, la méditation, il y a la position du lotus, demi-lotus, etc. Moi j'avoue que le lotus, j'arrive pas à le faire quoi. Tu dois mettre ton pied là et l'autre là, Ouais. tu te tords les chevilles et tout Ouais. ça, donc je fais le demi-lotus et même là, J'y arrive pas non plus. je suis. Ouais, et est-ce qu'il y a des méthodes pour le faire, pour y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver? Par exemple, je te dis, voilà, mon rêve c'est de faire le grand écart. Je rêve de faire le grand écart. Est-ce qu'il y a des moyens d'y arriver? Parce que moi je me dis, mais. Ouais, c'est du temps à y passer. Après, il y a aussi l'anatomie naturelle qui rentre en compte. Il y en a qui ont plus de prédisposition, plus de souplesse articulaire. Donc la position lotus, ça va être facile pour eux à faire. Et il y en a d'autres, tu vas galérer parce que articulairement parlant, t'es pas fait pour. Musculairement parlant, tes muscles ils sont un peu rigides, etc. Mais après, ouais, le grand écart, c'est des trucs que tu peux bosser. Après, ça va être lent, mais tu peux le faire, tu peux le travailler. Et pareil pour le lotus. Et même si, par exemple, en yoga, tu trouves que quand tu es assis trop longtemps, trop droit, tu as des douleurs, et je pense que tu peux compléter avec du petit travail de renforcement musculaire. Je pense au niveau du bas du dos, des lombaires, etc. Pour travailler ça. Ça peut être, tu vois, même des compléments et tout se recoupe, quoi.
Ouais. Ouais. Mais non, non, bah, si tu veux apprendre le grand écart, on est parti. Hein. Mais mais est-ce que tout le monde peut y arriver avec l'entraînement ou est-ce que non, bah non, il y a quand même il y a des limites quoi. Alors, j'imagine que c'est par rapport à l'âge aussi. Ouais, bah, sur le papier, tout le monde peut y arriver. Après, Ah ouais, bah ouais, si on reste sur le grand écart, ouais, je pense que ouais, tout le monde peut y arriver. Hein. d'accord, Hein. d'accord. Bah, la dernière fois, j'avais été mort de rire parce qu'on était avec des amis et tout ça. C'est des amis qui ont des enfants Ouais. en bas âge. Et je leur expliquais que moi j'avais du mal à faire le lotus et tout ça. Et tu vois tous les enfants, Ouais, ils étaient ouais. 3-4 comme ça. Hop, en 2 secondes, ils se sont mis comme ça et j'ai dit ah Ouais, ouais, non, c'est facile. Ils enlevaient, ils remettaient, ils enlevaient comme ils voulaient quoi. Moi j'étais comme ça. Oh ah, ouais, donc aussi l'âge les aussi, enfants, je pense que. ils sont à l'aise pour ça, ils sont jeunes et hyper souples. Et pareil, ça s'entretient aussi de l'enfance. Si un enfant il continue de s'étirer, ben, il va maintenir Ah voilà, cette souplesse. souplesse, Ouais, voilà, exactement. Alors que si un enfant il prend pas le temps de s'étirer ou quoi, ben, forcément il va la perdre. Et je D'accord. pense qu'on l'a perdu. Ouais, c'est à mon avis, ouais, c'est ça aussi. Toi aussi, j'imagine que Ouais. bah, tu vas pas faire le même genre de coaching avec une personne de 70 Bah ans non, qu'à c'est une clair. personne de 18 ans, quoi. C'est clair aussi. Ouais. C'est, ouais, faut vraiment. Bon, de toute façon, on va y arriver par rapport aux compétences un petit peu médicales et tout ça. Donc là, on va en arriver encore plus concret. Est-ce que tu accepterais de nous apprendre une ou deux techniques pour garder la forme? Et est-ce que tu pourrais voilà, nous communiquer quelques conseils sportifs? Et peut-être qu'après, enfin je sais pas si tu veux qu'on le fasse maintenant ou après, mais nous montrer quelques petits exercices. Alors, ouais, une ou deux techniques pour garder la forme. Voilà, bah, on peut le faire maintenant. Ok. Qu'est-ce que. Bah si, je pensais l'autre fois, j'étais en train de faire mes courses et bah, il y avait du monde parce que c'était juste après le déconfinement, donc il y avait encore du monde, la queue et tout. Et j'étais en train de faire la queue avec mes courses et du coup j'en ai profité pour me faire des petits exercices pour exploiter au maximum mon temps. Donc juste, mais juste en étant debout, donc pour travailler les mollets, je venais juste voilà, en extension comme ça sur les pointes de pied. D'accord. Et là, bon, on le voit, là on vient de travailler les mollets, donc voilà, je faisais 25 répétitions comme ça. Voilà. Après, j'avais mes sacs de course dans les mains, je faisais juste des Ah remontées, oui, d'accord. des remontées d'épaule comme ça, je travaillais les trapèzes dont tu parlais tout à l'heure. Puis tu pouvais aussi travailler juste tenir en statique comme ça quand tu tiens ton sac de course. Privilégier le sac au caddie, ça te permet de bosser aussi le haut du corps. Et j'ai alterné les petits exercices pendant que je faisais la queue et je suis arrivé à la caisse et voilà, j'ai fait ma petite séance en faisant les courses et voilà. Quoi. Donc ouais, finalement, ouais, au quotidien, on peut faire, Ouais. voilà, tout est. Et après, le dernier, je pourrais, c'est un petit travail de respiratoire, si jamais ça t'intéresse. Ouais, moi Donc tout m'intéresse. Hein. C'est juste un petit travail respiratoire. Donc c'est réussir à respirer en gonflant le ventre. Je sais pas si c'est quelque chose que tu arrives. On le fait naturellement quand on est petit, quand on est enfant, on le perd quand on est adulte. Et en fait, Inspiré par le ventre. ouais, c'est ça. Et en fait, quand on est adulte, on reste sur une respiration thoracique. Ouais, bah ouais. Et donc le diaphragme qui vient monter et descendre quand tu respires, quand tu restes sur la respiration thoracique, il descend moins bas. Et donc tu as une respiration qui est moins ample que quand tu gonfles le ventre quand tu respires. Et quand tu viens gonfler le ventre, et bien, ce diaphragme il vient descendre. Et donc tu augmentes ta capacité respiratoire. C'est pour ça qu'on le travaille en méditation, pour augmenter cette capacité respiratoire. Et c'est là que tu peux te mettre en méditation, en ressenti, etc. Et donc c'est juste réussir à... on le fait naturellement, mais on peut le forcer. Donc juste Ouais. là, la main sur le ventre, quand on inspire, on expire, on sent on a légèrement le Quand ventre. on inspire, on gonfle le ventre Voilà, c'est et ça. après. On le fait déjà un petit peu naturellement, mais on peut le forcer, donc venir Ah, mais c'est vrai que inspirer, ça se gonfler perd. le ventre, C'est vrai que ça se perd. et expirer, dégonfler. Et en plus, quand tu fais ça, tu travailles ce qu'on appelle du gainage hypopressif, donc c'est du gainage au niveau respiratoire. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps en pratiquant avec mon kiné. Et tu vas venir travailler tes muscles posturaux, tes muscles profonds, et travailler au niveau de la taille. Donc Et après, tu as des variantes. Tu peux contracter plus ou moins longtemps, tu peux rentrer le ventre. Tu peux faire plein de choses autour de ça. Et après, il y a les yogis forcément qui arrivent à faire la vague, etc. Mais ça part de ces exercices respiratoires. Donc juste venir une 10 ou 15 fois, inspirer, gonfler le ventre, expirer, dégonfler et tranquillement faire ça. Et c'est une forme de gainage que tu peux faire n'importe où, n'importe quand et t'as pas de risque de te faire mal au dos,
de mal les faire ou quoi. Et en plus, c'est hyper bénéfique sur plein d'aspects différents. Et voilà pour la petite pratique de gainage respiratoire. Ok, ok. Alors, est-ce que tout le monde peut devenir coach sportif ou faut-il avoir certaines aptitudes innées ou un certain talent prérequis Non, faut juste aimer le sport, aimer le relationnel avec les gens et après être spécifique soit dans une discipline quoi. Mais après, si tu aimes une pratique, quelle qu'elle soit, et que tu as envie de partager ça, c'est accessible à tout le monde, je pense. Ouais. Ok, ok. Donc faut aimer déjà le sport Ouais. et le relationnel. Ouais, c'est ça. Et partager et proposer ça à des gens. Okay. Voilà, la transmission, je pense. L'esprit d'entraide aussi, l'esprit d'équipe. Ok. Et alors, comment devient-on coach sportif? Est-ce qu'il y a des études précises à effectuer? Quelles sont les compétences à avoir ou à acquérir? Et les diplômes requis pour exercer? Tout le monde peut être coach sportif. Je veux dire, à partir du moment où, par exemple, tu as fait de la natation pendant 10 ans, potentiellement, tu peux coacher en natation parce que tu as acquis, t'as acquis les compétences, les notions sur la pratique, etc. Donc, il y a un diplôme à avoir? Justement, en soi, tout le monde peut coacher, mais pour que ce soit une activité rémunérée, que tu te fasses payer pour ça, tu es obligé d'avoir un diplôme dans le sport. Donc là, ça peut être soit une fac de sport, donc c'était en STAPS, ça peut être un BPGEPS, qui est un diplôme d'État, ça peut être un CQP, qui est aussi un autre diplôme, voilà, ça peut être un DGEPS, enfin, ces différentes formations te permettent de justifier et de te faire rémunérer contre ce que tu proposes. Et après, chacun de ces diplômes permet de coacher pour une discipline bien précise. Après, ça dépend. Tu as des options, des spécificités. Je pense notamment au BPGEPS ou au CQP où tu peux te spécifier dans certaines pratiques, quelles qu'elles soient. Et après, quand tu es coach sportif et que tu proposes, comme je le fais, différentes activités, et juste avec ta formation, ton expérience professionnelle et ton titre de coach, tu peux proposer de faire rémunérer sur différentes pratiques. Quoi. Ok, c'est quoi le minimum? Par exemple, demain, moi je fais du sport depuis longtemps et demain, j'ai pas envie de me prendre la tête avec de grandes études, j'ai pas envie d'obtenir des grands diplômes et tout ça, même financièrement, c'est le minimum, le truc qui permet de je peux ouvrir ma société. Je crois que c'est le CQP, je dirais, c'est une formation, je saurais pas te dire combien de temps et quel tarif c'est, mais le CQP c'est le minimum. Après, tu as le BPGEPS, ça va être un peu plus cher, ça va être 1 an complet de formation, et là tu as vraiment des cours. Il faut que tu t'y tiennes. Et après, tu as STAPS. Donc, STAPS, peut être licence ou master. Donc là, c'est Bac plus 3 ou Bac plus 5. Ah oui, d'accord. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi une personne va s'embêter à faire de longues études et tout ça pour obtenir finalement quelque chose qu'il pourrait obtenir en. C'est aussi toi, parce que forcément, sur une licence ou sur un master où tu bosses 3 à 5 ans, tu vas franchement acquérir des compétences sur pas mal de choses. Et tu auras forcément un bagage pro plus fort, plus puissant qu'un CQP ou que voilà. Mais si déjà tu as ton idée, tu es déjà spécifié et que tu as déjà ton bagage qui est déjà solide dans ta pratique, le CQP peut te suffire. Quoi. Après, en général, licence, master, staff, c'est ce que tu fais quand tu sors du bac. C'est les études sup que tu vas faire pour acquérir les compétences progressivement, etc. Si par exemple t'arrives d'une autre, si c'est une reconversion ou tu te lances là-dedans, que c'est un projet, et pour le coup, un BPGEPS ou un CQP, ça va suffire. En maximum 1 an, tu peux travailler et te faire rémunérer sans souci dans ton activité. Quoi. Ok, très bien. Donc, je pense déjà ça. Et quelles sont les formations complémentaires conseillées? Les formations complémentaires, après, là, tu peux aller dans n'importe quoi. Tu peux. Oui, je disais, il en existe une multitude et c'est à toi aussi de voir ce que tu as envie de proposer, quel sens tu veux donner aussi à ton activité. Et là, tu peux te former dans tout. Tu peux te former dans tout ce qu'on peut connaître. En formation complémentaire, tu peux avoir de la gym douce, tu peux avoir du crossfit, tu peux avoir du yoga, tu peux avoir du pilates, tu peux avoir de la méditation, tu peux avoir. Et là, c'est vraiment juste toi, des formations
qui te permettent peut-être de proposer des activités ou d'enseigner. Et là, ça peut varier de formation de un week-end à une année, à plein de choses. Et là, c'est juste toi, en fonction de tes envies et de ce que tu as envie de proposer, quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des connaissances sur l'anatomie, par exemple comme pour je sais pas, un ostéopathe ou un kiné ou autre? Est-ce que voilà, il faut avoir des connaissances sur l'anatomie? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une formation médicale ou autre? Oui, bah après sur toutes les formations, enfin moi j'ai fait STAPS et on avait forcément, c'est pas que du sport, on a de l'anatomie, de la biomécanique, de la physiologie, de la sociologie, de la psychologie et plein de choses, on étudie vraiment tout. Et puis bah, ça te permet de comprendre le corps, de comprendre ce que tu mets en place, ce que tu proposes. Et bah, c'est hyper important de connaître les muscles et de savoir comment tu vas les faire bosser, ce que tu vas faire bosser. Donc, Toi, ouais. tu connais, tu as vraiment des connaissances sur voilà, Ouais, j'ai eu les des... articulations, les muscles et tout ça, Ouais, comment j'ai ça eu- fonctionne, les liens entre eux et tout ça? Ouais, bah, j'ai eu beaucoup de cours dessus. Après, j'ai moins de. Forcément, ceux qui font médecine ou qui sont en kiné, etc., c'est vraiment plus leur travail, donc c'est plus spécifique. Mais oui, c'est important d'avoir des notions là-dessus et de connaître à la fois les muscles, les filières énergétiques, ouais, toutes ces choses-là que tu vas proposer, mettre en place. Ouais. Ok, donc par exemple, si tu as un client qui arrive ou un élève de coaching qui arrive et qui te dit voilà, j'ai une grosse douleur ici, ou là, tu vas réussir à lui donner des exercices qui vont lui permettre de Après, soulager. travailler sur une douleur ou une tension, ça va plus être le travail d'un kiné, Voilà. qui lui va vraiment connaître bah, le muscle, pourquoi il a ces douleurs, d'où est-ce que ça vient, et de travailler dessus. Donc ça va être plus de la rééducation et des protocoles à mettre en place. Alors que le coach sportif, il va davantage être là pour mettre la personne en activité et proposer des séances, quoi. Donc voilà. Après oui, ça peut être intéressant de creuser là-dessus, d'échanger aussi avec des kinés, des ostéos sur ces pratiques et de comprendre aussi cette pratique qu'ils ont. Ok, bien. Alors, quels sont les statuts professionnels possibles? C'est-à-dire, parce que souvent, voilà, on voit quand on veut lancer sa société, il y a profession libérale ou micro-entreprise offrant un service ou dans le cadre salarial, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui sont salariés en coaching sportif, voilà, secteur privé, secteur public, etc. etc. Voilà. Et aussi, quelles sont les autorisations diverses pour exercer ce métier? De quelle institution dépend-on? C'est-à-dire chambre des métiers ou du commerce ou autre? Où doit-on s'enregistrer? L'immatriculation est-elle obligatoire? Une assurance est-elle obligatoire pour tous tes clients, etc. etc. Donc voilà. Sur le plan administratif, j'ai plein de questions par rapport à ça pour des personnes qui voudraient éventuellement faire ça. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah déjà oui, forcément il y a le statut salarial, donc c'est pour ceux qui vont travailler en structure, que ce soit en salle de sport ou sur différentes structures. Donc tu peux être salarié de la structure, donc là bah, tu es salarié comme dans le secteur privé dans n'importe quelle boîte, donc pour ça voilà, il n'y a pas grand chose qui change. Après tu peux aussi trouver des postes dans le public, donc auprès de la fonction publique, de l'administration. Tu peux intervenir dans des écoles, dans des associations, dans plein de choses comme ça, et donc là c'est aussi un statut aussi différent. Et après, donc, quand tu es coach sportif à ton compte, et ben là tu as plein de statuts possibles, comme tu peux en avoir dans d'autres activités. Donc tu peux te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Après tu peux créer ta société, que ce soit une entreprise individuelle, une EIRL, une EURL, une SASU, enfin là tu as plein de choses qui changent, et après bah, ça va être des statuts qui vont différer en fonction des moyens financiers que tu as. Parce que auto-entrepreneur c'est moins coûteux que de créer une société. Aussi en fonction de comment ça tourne. Si ça marche bien, que tu as des rentrées d'argent, bah, autant créer une société et puis bénéficier de tous les avantages que tu peux en avoir. Et après, donc voilà, vraiment salarié dans une structure, dans une salle, fonction publique. Et sinon, si tu es à ton compte, bah, là c'est auto-entrepreneur ou avec ta société. Voilà. D'accord. Donc en fait, ce qui suffit, c'est les diplômes dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc une fois que tu as les diplômes, il faut que tu te déclares auprès de la DDCS. Donc c'est l'organisme qui gère ça et qui te permet de te donner ta carte professionnelle. D'accord. Et avec cette carte professionnelle, bah, tu peux travailler en tant que coach sportif dans le coin où tu es. Et
Et après, donc diplôme, carte pro, et après statut juridique, là c'est toi qui choisis. Si tu es à ton compte, les différentes possibilités que. Mais bon, comme quand tu te lances toi à ton compte sur différentes activités, choisis les différents statuts qui correspondent à ton profil, quoi. D'accord, et c'est quelle chambre alors? Parce que moi je sais que par exemple pour mon activité à moi, comme je fais aussi des trucs artistiques et tout ça, il fallait donc m'enregistrer à la chambre des métiers, l'artisanat et tout ça, tu vois, et du commerce, parce qu'en fait je voulais aussi peut-être vendre des choses Ouais. qui sont pas forcément mes créations. Donc voilà, il y a la chambre du commerce et de l'artisanat, mais il y a aussi voilà, d'autres. Dans quelle chambre en fait? Là, je crois que c'est parce que c'est ni une activité commerciale ni une activité artisanale et on est enregistré auprès du CFE, donc qui est géré par l'URSSAF directement. D'accord. On n'est pas rattaché, que ce soit la chambre des commerces, des artisans ou autre. Voilà. D'accord. Il faut quand même une immatriculation. Ouais, il faut quand même que tu t'immatricules. Si tu as une assurance, c'est quand même fortement recommandé, que ce soit pour toi ou la personne qui pratique. D'accord, justement, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que c'est obligatoire pour toi une assurance? Non, pas obligatoire, mais quand même c'est fortement conseillé que tu sois protégé dans ton activité pro où tu interviens auprès de personnes. D'accord. Et ton client, il est obligé d'avoir une assurance? Bah pareil, ouais, c'est fortement conseillé qu'il ait son assurance aussi quand il fait appel à un coach. Ouais. D'accord. Et si par exemple, voilà, tu dis à un de tes clients, tu lui dis, voilà, fais tel exercice, et à cause de cet exercice-là, hop, il s'est cassé un truc, ou il s'est bloqué un truc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, c'est là que ça rentre en compte. Il peut porter plainte ou il peut se retourner contre toi. Ah, Et d'accord. c'est là quoi, tu peux avoir des soucis. Ouais. Donc c'est aussi important de cadrer ça, de se protéger, de se préserver. Ouais. D'accord. Donc il porte plainte contre toi et toi tu as forcément tort ou non? Bah lui il prend ses responsabilités. Il a accepté après de le faire. ça se joue aussi après sur un autre plan, mais ouais, tu peux avoir des soucis, je pense. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Il vaut mieux quand même dire à ton client, prendre quand même une petite assurance. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre une assurance, qu'on faut aussi signer un contrat pour savoir quoi les parties s'engagent. Et ouais, voilà. Puis après aussi être honnête, si vraiment c'est ta faute, si le client s'est blessé ou. Enfin voilà, tu veux dire. Ouais. Assumer tes responsabilités, quoi. Et est-ce que justement, parce que moi je sais que, comme je t'avais dit, moi je viens d'Israël, je sais pas trop comment ça se passe en France, mais par exemple en Israël, pendant une longue période, alors je sais pas s'ils continuent à le faire encore, mais pour pouvoir t'inscrire à une salle de muscu, tu devais apporter un certificat médical pour dire comme quoi le médecin t'autorise à faire du sport comme ça. Ouais, Ça se passe comment ici? C'est pareil. Après, certificat médical ou alors ils te font signer une décharge comme quoi tu dis que tu n'as pas de soucis de santé ou autre et que tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin, mais au cas cas, tu peux servir de ça pour te retourner contre eux. D'accord, c'est l'attestation personnelle? Ouais, c'est ça, ils te donnent une attestation où tu remplis que tu es en bonne santé et que tu prends la responsabilité de ta pratique aussi. D'accord, donc ça c'est obligatoire. Ouais, dans toutes les salles, ils le demandent, puis moi aussi je le fais signer aussi aux gens avant de commencer un coaching pour quand même poser les choses et être en règle sur ce que tu proposes. D'accord, donc même si le client n'a pas d'assurance, ou toi tu n'as pas d'assurance ou autre, tu es quand même un petit peu protégé par cette attestation. Ouais, il y a déjà ça, ouais, c'est clair. Ouais. Comme quoi, ouais, tu te décharges un petit peu de. C'est assez risque et péril. Alors, sur le plan de la tarification et des services, quels sont les tarifs approximatifs des honoraires? Là, ça peut vraiment. Ça peut aller de pas grand chose à énormément de choses. Enfin, tu peux avoir des cours à 10 € de l'heure et des cours à 200 € de l'heure. Il y a vraiment. Ça dépend du coach, quoi. De ses compétences, de sa notoriété, de ce qu'il propose. Si toi, tu as envie d'avoir ce coach-là et que tu es prêt à mettre 150 €, ça part, quoi. D'accord, il n'y a pas de régulation au niveau des prix? Non, après, tu as forcément des moyennes qui se mettent en place en fonction de l'offre, de la demande, de là où tu es. Par exemple, si tu es en région parisienne, ça va être plus cher que chez nous dans le sud, etc. Mais non, il n'y a pas de prix établi ou limite. D'accord. Ah non, c'est vraiment la notoriété du coach et ce qu'il propose. Par exemple, un coach, il va débuter dans sa carrière, il va commencer à faire 20 € de l'heure, par exemple. Ouais. Je sais pas, je dis ça. Et au fur et à mesure, il va commencer à avoir 10 clients, 20 clients, 30 clients, etc. Tu peux dire, moi je prends 500 € de l'heure. Tu peux. Si tu as du monde et que voilà, c'est toi qui fixes tes prix. Tant que tu as de la demande et que tu as des clients, voilà, quoi, c'est ok. Voilà.
Ok, donc c'est intéressant à savoir. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite, quoi. Ah non, bah non, c'est comme quand tu peux proposer des coachings en développement personnel ou autre, Ouais, t'as pas Donc voilà, tu proposes, si tu as du monde, bah, c'est top, et sinon bah, tu t'ajustes au prix, quoi. D'accord, ok, c'est intéressant à savoir. Alors, dans le cas d'une nécessité médicale, comme par exemple, je sais pas, une personne qui a un problème de surpoids, d'obésité, par exemple, si c'est vraiment pathologique, si c'est vraiment sur le plan médical, il a vraiment un vrai problème d'obésité, ou un problème de rééducation, une personne qui a eu un accident, qui a besoin d'avoir des séances de rééducation, etc., etc. Bon, bien sûr, ils sont accompagnés par des professionnels Ouais. dans ce domaine, mais est-ce que si toi, justement, tu proposes un accompagnement en parallèle, est-ce qu'il peut y avoir une prise en charge par exemple, la sécurité sociale, la mutuelle, CMU et tout ça? Ouais, ça se développe, ça fait quelques temps que ça existe, mais oui, ça peut rentrer en compte le sport et santé, et tu peux te faire rembourser tes séances de sport auprès d'un professionnel de santé par ça. Ouais. Je sais que c'est une filière qui est proposée en STAPS dans la formation que j'ai faite, donc activité physique adaptée, où là ils sont orientés là-dedans, dans l'accompagnement, que ce soit sur de la rééducation, sur du travail avec le handicap, etc. Et quand ça rentre dans la santé, où tu peux te faire rembourser. Ouais. D'accord, il faut avoir quel statut dans ces cas-là? Parce que toi, tu disais, il faut avoir la carte, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir une carte et s'enregistrer à tel. Est-ce que, est-ce que là, il faut, pour pouvoir être, être reconnu par les instances, enfin par le corps médical ou par Tu peux te faire l'administration, rembourser. Ouais. qu'est-ce qu'il faut avoir? Quel est le minimum pour pouvoir obtenir ces autorisations? Je sais pas. C'est... Non? Ok. C'est la code. Non, mais bon, après, tu me dis que c'est en train de se développer, donc c'est vrai que pour Ouais, l'instant, il y c'est a. vraiment quelque chose qui se met en place. Après, administrativement parlant, je sais peut-être que c'est des autorisations, peut-être que c'est des trucs à mettre en place pour que les gens qui viennent te voir se fassent rembourser, mais je sais pas comment ça se fait. D'accord, donc à chacun de vérifier, en fait, voilà, selon son cas, vérifier. Ouais, j'ai des amis qui font ça et qui sont orientés là-dedans, mais c'est vrai que je me suis pas renseigné, je sais pas comment ça se met en place. D'accord. Ok. Donc chacun vérifier auprès de là où vous êtes inscrit, en fait, pour savoir à quoi vous avez le droit et Les démarches. par rapport aux démarches, au remboursement, etc. Alors, bon, bah voilà, maintenant on va arriver au conseil pour les futurs coachs. Est-ce que tu as un dernier conseil ou même plusieurs autres conseils à donner à tous ceux qui voudraient se lancer dans cette activité en tant que professionnel? Bah non, bah foncer, faut tenter sa chance. Si c'est un plaisir, si c'est ce qui motive et tout, faut y aller quoi. Après, c'est clair qu'il y a du monde sur le marché et que bah, c'est difficile de proposer quelque chose d'innovant qui n'existe pas déjà. Donc je pense qu'au début, tout joue sur la personnalité, sur le coach, sur ce qu'il propose, sur son feeling avec les gens. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et bah, ça prend du temps aussi parce qu'il faut développer son réseau. Se faire des relations, se faire connaître, etc. Mais s'il y a toujours de la demande et si le feeling passe et que franchement ça peut le faire, il n'y a pas de raison. Quoi. Voilà. Ouais. C'est un peu comme développement personnel, on se dit mais il y a tellement de concurrence, mais comment je vais pouvoir me démarquer? Mais il y a aussi beaucoup de demandes. Ouais, non, c'est Donc clair. finalement, les gens ont besoin de ça. Donc beaucoup de détermination aussi, j'imagine. Faut vraiment le vouloir, quoi. Faut vraiment le faire. Et comme toi, j'ai vu, pourtant tu n'habites pas à Cournon-Sec. Moi, j'habite à Cournon-Sec pour l'instant. Moi, on fait la vidéo là. C'est un tout petit village minuscule et pourtant il y a un endroit pour mettre des affiches. Et j'ai vu sa publicité. Donc il a fait un peu le tour de tous les villages aussi. Donc c'est ça aussi, se faire connaître. Ouais, c'est ça, c'est du marketing, de la communication, du bouche à oreille, voilà, puis ça se met en place petit à petit. Il y a des gens qui aiment pas, moi aussi, au début j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui est marketing, tout ça, vendre mes créations artistiques, vendre mon savoir, au début on a un petit peu du mal avec ça, puis on tu dis mais non, j'offre du temps, du service, j'offre de la qualité, donc voilà, n'ayez pas peur de vous lancer et de vous faire connaître et faites des vidéos, parlez-en voilà, constamment. Des projets, plein de trucs. Et parlez-en avec beaucoup de motivation, d'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, et l'énergie ça se communique. Donc les gens ils ressentiront si vous êtes efficace ou pas, on s'en fiche de la concurrence, c'est votre volonté qui va déterminer en fait si vous allez y arriver ou pas en fait. Hein. Et le temps aussi, se laisser le temps de se faire connaître. Alors,
Alors, un petit appel à l'action maintenant. Quel conseil peux-tu donner à tous ceux qui sont réticents ou qui pensent pouvoir se débrouiller seuls face au sport ou qui hésiteraient encore à faire appel à tes services de coaching? Eh bah, au besoin, n'hésitez pas, quoi. C'est vrai qu'on souvent c'est le frein à avoir un coach perso, c'est le tarif. Parce que Ouais. bah, forcément, il faut que tout le monde s'y retrouve et avoir une séance particulière avec un coach, c'est pas donné. Et en même temps, bah, c'est motivant d'avoir un rendez-vous avec un coach et c'est cool. Du coup, c'est ce que me permet de faire un peu les lives où bah, je suis présent face au groupe. Et comme c'est à distance et qu'on est nombreux, bah, j'ai des prix plutôt intéressants, quoi. Et c'est vrai qu'en présentiel, en physique, là, sur Montpellier, bah, ouais, les prix sont un peu plus chers et il faut s'y retrouver aussi, quoi. Mais bah, vraiment, au besoin, faut pas hésiter parce que c'est motivant. Tu as juste à être présent, motivé, puis tu te laisses porter, c'est cool, quoi. Voilà, donc faire l'essai en fait, hein. Une Voilà, première séance, un faire un essai. essai, carrément. Voilà, et si c'est bien, on continue, sinon bah, on dit stop et puis voilà quoi. Donc voilà, aucune réticence si vous pensez que vous avez besoin de. Alors justement, est-ce que si une personne te dit j'ai juste besoin d'une séance en fait, voilà, j'ai besoin juste de me booster une séance pour me rebooster et m'y remettre et après je me débrouille tout seul. Est-ce que toi tu crois à ça ou est-ce que non, tu penses qu'il faut quand même plusieurs séances Bah, puis même sur une séance ponctuelle comme ça, on n'a pas le temps de mettre grand chose en place ou de construire quelque chose. Donc ça peut être vraiment un one shot mais ouais, si, je sais pas ce que ça pourrait apporter ou sur un truc spécifique ou pour avoir des apports spécifiques sur une chose, mais ouais, pourquoi pas, hein. Ouais. Ouais, moi je te rejoins un peu par rapport à ça parce qu'au début quand j'ai fait un petit peu mon programme de développement personnel, de coaching personnel et tout ça, je me suis dit mais j'ai proposé 1 heure, 2 heures, je me suis dit non. Et en fait, j'ai refusé de faire ça. Donc, je propose. Moi, mon pack minimum, c'est 10 heures, quoi. 10 heures, pack minimum. Après, je verrai peut-être que si 5 heures, je verrai que ça suffit avec le temps. Je ferai 5 heures. Mais c'est vrai que pour moi, 1 heure, une séance, ça sert à rien, Pour quoi. pouvoir Enfin, construire, mettre des choses en place, c'est important que ce soit inscrit sur la durée aussi, hein. voilà, rien que déjà de pouvoir comprendre ton client, de comprendre sa situation, ses habitudes, etc. Déjà, ça prend un petit peu de temps. Donc, ok. Et alors, quelles sont les garanties minimales que tu offres à tes clients? Ont-ils l'assurance d'obtenir des résultats? Bah ouais, quoi qu'il arrive, de toute façon, on obtiendra des résultats parce qu'avec une activité physique régulière, eh ben, on se sent mieux dans son corps, on se sent plus à l'aise, le corps il s'en ressent, il bouge, c'est cool, on prend du plaisir et forcément, quoi qu'il arrive, bah, les résultats ils viendront d'eux-mêmes, quoi. T'as juste à te lancer, te laisser porter et puis ça viendra, quoi. Juste savoir ce que tu veux, quels sont tes objectifs, y aller et puis rien lâcher, quoi. Voilà. D'accord, donc garantie minimale, c'est vous allez vous sentir mieux Voilà, dans votre corps. ça sera cool. Et voilà, donc. Et alors, à quel point tes clients verront-ils ou sentiront-ils un changement dans leur vie au quotidien? Qu'est-ce qui va changer pour eux? Bah, c'est un mieux-être global, juste être bien dans ton corps, puis si ça permet de t'entretenir, c'est aussi un entretien du corps, de son fonctionnement et d'être plus à l'aise au quotidien dans ses gestes. Aussi important pour le repos, d'avoir une dépense physique, énergétique suffisante dans la journée. Et du coup, ouais, je pense que tu t'y retrouves juste en termes de sensations et en termes d'équilibre. Et voilà, ça va être que du plus, quoi. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, on va vraiment arriver à l'étape la plus pratique de l'interview. Voilà, je vais te demander, par exemple, voilà, j'ai beaucoup de travail, je travaille beaucoup d'heures par jour, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai vraiment pas le temps de faire du sport, j'ai besoin d'une activité que je peux faire au quotidien, voilà, me prendre un quart d'heure. Je laisse un petit peu les enfants de côté, tout le travail et tout ça, je prends un quart d'heure pour moi par jour pour faire un exercice qui me fera sentir bien et qui me fera un petit peu travailler toutes les parties du corps. Voilà. En un quart d'heure, quel exercice tu me conseillerais de faire? Voilà, 2-3 exercices que je pourrais faire par exemple pendant 5 minutes ou alors 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes ou alors voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles? Donc là on va se lever et on va passer à l'exercice physique. Allez, c'est parti. Bon. Alors. Du coup, ce que je conseillerais, c'est de diviser votre temps si vous avez 10, 15, 20 minutes en 4 parties. On va proposer 4 blocs. Un bloc haut du corps, bas du corps, un peu plus intense pour travailler cardio-respiration, et un dernier bloc abdos-gainage. Donc le premier bloc, je ne sais pas si vous avez 3 à 4 minutes sur ce bloc, et c'est faire des mouvements. On va venir travailler le haut du corps, donc là juste prendre des poids, ou si vous avez des bouteilles d'eau, des bottes de conserve,
et venir faire des mouvements. Donc on alterne, on peut faire, si on a 4 minutes, on peut faire 8 fois 30 secondes et on peut alterner des mouvements. Donc élévation latérale, on va travailler les épaules. On peut faire la même chose devant. Ensuite, on peut venir travailler biceps, donc le coude fixe sur le côté, je monte, je descends. Je peux travailler triceps derrière. Il vaut mieux tous les faire ou alors il y en a un que... Ouais, voilà, juste privilégier du travail sur 30 secondes et alterner les différents mouvements, les différentes positions. Comme ça, tu travailles tout, que ce soit épaules, biceps, triceps, etc. Comme ça, sur tes 4 minutes, tu as le temps de travailler bien tout le haut du corps. Et voilà, tu alternes un peu tout ça et en 4 minutes, tu as le temps de travailler tous tes muscles de façon intense et tu perds pas de temps, c'est cool. Ok, voilà. Alors tu peux nous le refaire une dernière fois pour qu'on puisse le voir Voilà, bien. juste bien droit, tu montes, voilà, là, épaule. Ok. Voilà, on va donner 4 mouvements. Le premier, celui-ci, tu fais ça 30 secondes. Le deuxième, même chose devant. Là, tu es sur épaule. Le troisième, biceps, donc coude sur le côté, tu montes, tu descends. Et le quatrième, bras en haut, et tu descends les poids derrière la tête. Donc là, tu fais 30 secondes par mouvement, on a 4 mouvements, ça te fait 2 minutes, tu fais ça 2 fois, ça te fait 4 minutes. Ok, super. Voilà. Super. Ensuite, pour le bas du corps, on peut partir sur pareil, 4 mouvements différents. Donc les squats, tout le monde connaît. J'écarte un peu plus que largeur des hanches. Je descends, je pense ici à bien sortir les fesses, j'écrase mes talons, dos bien droit, je remonte. Voilà, premier mouvement, là on travaille les quadriceps, les cuisses. Voilà. Ok. Le deuxième, après on peut venir travailler les mollets, ce qu'on a vu tout à l'heure. Juste venir monter sur pointe de pied. Là tu travailles les mollets. Voilà. Et ensuite, le dernier, on peut venir travailler l'arrière des cuisses, les ischios, en venant en fente avant. Donc tu avances le pied bien à plat devant, derrière sur pointe de pied. Tu descends, t'inspires, tu remontes, t'expires. Là, c'est notre troisième mouvement. Et le quatrième, tu fais la même chose de l'autre côté. Donc on a 4 mouvements, tu fais ça 30 secondes chacun, ça te fait 2 minutes. Et 2 fois, ça te fait 4 minutes. Comme ça, on a un bloc haut du corps, un bloc bas du corps. Après, on peut se faire un bloc plus cardio intense pour faire monter le cœur, le souffle. Donc là, on va partir sur des jumping jacks. Donc ça va être ce mouvement-là. Donc c'est de la coordination aussi. Tu écartes les pieds, tu lèves les bras. T'inspires, tu ramènes, t'expires. Voilà, si c'est trop dur, pas l'aise, tu peux faire juste le bas du corps. Et sinon, tu peux alterner droite et gauche. Voilà, c'est moins intense, tu adaptes, mais tu tiens le mouvement. La suite, c'est banal, tu peux faire talon-fesse. Là, tu fais monter le cœur, le souffle. Voilà, tu essaies d'être bien droit, bien gainé, talon-fesse. Et pareil, si c'est douloureux ou trop intense, et ben tu fais tranquillement droite et gauche, tu réduis l'intensité. Le troisième, ça va être montée de genou. Toujours bien droit, bien gainé. Et si tu fatigues, droite-gauche, tranquillement. Ok. Et le quatrième, ça va être... Après, j'imagine qu'avec un peu de musique, Ouais, avec un peu de musique, c'est là, plus motivant. Tu rajouteras ça sur le mental. Et le dernier, ça va Je être vais essayer. des petits squat jump, donc juste venir petite flexion et jumper en haut. Voilà. Donc là, on a nos 4 mouvements. Sur le bloc plus intense, cardio respiratoire. Et là, pareil, 4 fois 30 secondes, ça te fait 2 minutes. Ok. Voilà, on est à 4, 8, 12 minutes. Et le dernier, on va être sur un travail de gainage, donc gainage au sol. Donc on va venir passer au sol. On peut être soit bras tendus, pointe de pied, soit sur les genoux si c'est trop dur. Et je peux faire la même chose sur les coudes. Donc là on part pour 30 secondes de planche de face. Si c'est trop dur, genou au sol et je finis sur mes 30 secondes genou au sol. Ensuite on passe côté gauche. Là on vient travailler les obliques pour travailler au niveau de la taille. Les obliques sur le côté. Et si c'est trop dur, pareil, je fléchis la jambe du bas ou les deux jambes. Comme ça c'est moins dur. J'ai moins de tension, moins de pression et je peux tenir ma position. Ça c'est notre deuxième. Ensuite on passe même chose de l'autre côté. Voilà. C'est important à chaque fois de travailler les deux côtés. Ouais, toujours, que ce soit équilibré quand même. Bah, Si oui. on fait à gauche, faire à droite après. Soit sur les pieds, soit sur les genoux si c'est trop dur. Voilà, et puis on refinit tranquillement par une dernière position gainage de face. Soit sur les bras, sur les pieds, soit sur les genoux, soit sur les coudes. Et là, important, pas avoir les fesses trop en bas ou trop en haut. Voilà, juste essayer d'avoir une belle planche et d'aligner épaules, hanches, pieds. Et voilà. Et comme ça, on a nos 4 fois 4 minutes, ce qui nous fait 16 minutes. Et là, on a bossé le haut du corps, le bas du corps, le cœur, le souffle et abdos-gainage. Bah super. Voilà pour ça. Plus d'excuses, hein. Plus d'excuses. Voilà. Petite routine Voilà. du quotidien. On peut forcément trouver un quart d'heure par jour pour faire du Exactement. sport.
Et alors, petite question qui m'est venue là en même temps que je te vois, justement en parlant des deux côtés à chaque fois, est-ce que c'est important de plus travailler le côté qui est plus faible chez nous? Par exemple, si je suis gaucher, j'ai le côté gauche qui est plus fort, est-ce que c'est important de faire plus d'exercices du côté droit, etc. Non, ce sera important à faire si jamais tu sens que ça provoque des déséquilibres et que tu as besoin de bosser dessus. Sinon, juste travailler équitablement et juste le faire au besoin si tu sens que c'est contre-productif pour toi. Voilà. Ok, très bien. Bon, on va mettre ça en pratique. Donc, voilà. On a terminé cet entretien. Je te remercie beaucoup, Gauthier, de m'avoir accordé cette interview très intéressante. Avec plaisir. Alors, si vous souhaitez contacter Gauthier pour un conseil ou pour une prise de rendez-vous, pour une séance de coaching sportif et mieux-être, vous pouvez composer tout de suite le numéro qui s'affiche dans la vidéo et qui s'affiche aussi dans le descriptif de la vidéo. D'accord, yes. C'est ça bien. Hein. Ou envoyer un courriel à accueil@coaching.com. Ça s'affiche aussi dans la vidéo et dans le descriptif. Et vous pouvez aussi lui envoyer un message à partir de la page contact de son site internet que je vous conseille de visiter parce que il est très sympa. Voilà. Merci. En plus, comme il a dit, il est mannequin, donc il est vraiment beau gosse, donc voilà, il y a des photos et tout, donc c'est bien. Donc vous verrez, vous verrez aussi le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez bénéficier d'un programme de coaching en développement personnel et spirituel, n'hésitez pas à me contacter aussi au numéro qui s'affiche et qui apparaîtra aussi dans le descriptif de la vidéo, ou envoyer un courriel à julien@espritabondant.com qui s'affiche aussi. Et donc rendez-vous aussi sur mon site internet espritabondant.com et aussi sur ma page Facebook, YouTube, etc. etc., etc. Je te remercie beaucoup, Gauthier. Merci à toi. Et bon sport. Merci, au plaisir et bonne continuation dans tes projets. Merci Et beaucoup. merci pour le moment. À toi aussi, merci beaucoup. À très bientôt. Yes.